Did you die in this house, Joseph? Father. The blind always live in the rooms they live under. We all go a little mad sometimes. Listen to them. Children of the night. What music they make. You don't belong in the world. That's what it is. Oh, you're so cool, Brewster. Silent breed is people! You're next! You're next! You're next! Bonjour tout le monde, bienvenue à Rétro Terreur, un balado ou un podcast si vous préférez de la famille de Terreur sur le pod TSLP. Et ce soir, je vais terminer la trilogie animale de Dario Argento avec un invité qui, je pense qu'il connaît vraiment bien les gialli, ou si on dit giallo au singulier, gialli au pluriel. Un grand auditeur de Terreur sur le pod et aussi de Rétro Terreur, je le sais parce qu'il me l'a dit. Et un lecteur, un gars qui travaille dans une bibliothèque. Donc, je dirais pas que c'est un rat de bibliothèque, mais c'est lui qui me le dira si c'est le cas. Mais aussi que je pense qu'il aime beaucoup les films italiens. En tout cas, quand on échange sur les médias sociaux, ça semble être un sujet qui l'intéresse grandement, mais il saura bien me le dire. Jonathan Nadeau. Salut, Jonathan. Bonjour, Serge. Hey, ça me fait plaisir d'être invité dans ton show pour parler de Dario Argento. En plus, c'est un honneur pour moi. Oui, et là, on va parler de Four Flies on Grey Velvet. Quatre mouches de velours gris. Et puis là, je sais pas si tu as remarqué quelque chose. En anglais, il dit Four Flies on Grey Velvet. Donc, 4 mouches, je le dirai pas en italien. Là. Peut-être que je vais m'essayer tantôt. Mais sur le Blu-ray, le même que le mien, quand ça commence le film, je pense qu'ils disent... comment qu'ils disent? Four Flies of Grey Velvet. En tout cas, dans le titre, c'est même pas la même affaire. Moi, je le nomme tout le temps en italien. C'est Quattro Mocce di Velluto Grigio. Oh, tu le dis bien. Le dernier film, finalement, de Dario Argento, dans sa trilogie-là. Je sais pas, Jonathan, si tu es d'accord avec moi, mais je trouvais que ça préparait vraiment bien ces autres films qui venaient plus tard, comme Deep Red, entre autres. Exactement. Ben, en fait, ce film-là, au final, c'est un gros terrain d'expérimentation pour Dario Argento. À ce moment-là, tu sais, avec le succès des 2 films qu'il a fait juste avant, il y a eu beaucoup de budget, il a eu accès à beaucoup de budget, ce qui a permis de s'amuser. Là. Lui, il s'est fait du fun dans ce film-là, ça paraît. Là. Vraiment. Puis, il teste, bon, on va le voir plus tard, là, avec, tu sais, ils ont entre autres utilisé une caméra spéciale là, pour une certaine séquence dans le film, qui coûtait là, les yeux de la tête. Oui. C'est probablement, ben, pour moi, en tout cas, c'est vraiment le meilleur des 3. Là. Moi, c'est mon préféré des 3 films, ne serait-ce que par l'audacité, là, l'audace plutôt du réalisateur. Ouais. Les mouvements de caméra, tu sais, le côté très... Il y a une puissante atmosphère onirique dans ce film-là, là, c'est assez clair. Là. Tu sais, le côté surréaliste, moi, ça me parle. Tu sais, moi, j'adore ça. Là. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment... pour moi, c'est un chef-d'œuvre proche. Là. Puis c'est vraiment un film qui définit tout ce qu'on va voir par la suite dans le cinéma d'Argento. Tu sais, on le voit un peu dans ce film-là. Après ça, il va juste l'améliorer, le peaufiner davantage. Exact. Tu sais, Deep Red, c'est un peu l'aboutissement final de ça. Ouais, puis je sais pas c'est quoi ton take, mais de toute façon, tantôt, dans la règle de 3, je vais te demander ce que tu aimes, et puis je pense que tu vas m'avoir choisi 3 films qui parlent, entre autres, là, de sujets giallo, là, des gialli. Mais si je te demandais, là, je veux pas trop anticiper, mais dans l'univers d'Argento, toi, je sais que tu me dis que tu aimais beaucoup le film qu'on couvre aujourd'hui, mais dans les autres, qu'est-ce que tu aimes chez Argento dans sa filmographie? Parce que toi, tu en as vu, tu les as tous vus, en tout cas, tu en as vu la plupart. Pour moi, les meilleurs films, c'est pas original, là. Suspiria, c'est un chef-d'œuvre. Je sais que c'est un film qui est parfois incompris, là. C'est un film qui a des défauts, là, ça c'est clair, là. Tu sais, entre autres, des fois, ce qui est problématique avec ces films-là, c'est le doublage, là. Tu sais, c'est le doublage anglais là, qui est par-dessus. Là. Donc ça, des fois, ça peut... ça fait sortir un peu, là, des fois, du film. Là. Ouais, mais je te dirais, moi, là, que ça dépend probablement de quelle génération tu viens, parce que en tout cas, là, je vais parler pour moi. Là, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais des films d'arts martiaux qui est du doublage dégueulasse. Là, genre les films japonais ou chinois qui étaient. Ça n'avait pas de sens. Fait que moi, de revoir ça,
Je sais que c'est vraiment pas super fantastique, mais je pense peut-être pour les plus jeunes, ils pourraient peut-être trouver ça plus dérangeant un peu. Mais tu vois, Suspiria, je me suis dit, je vais le revisiter parce que là, je me suis dit, je vais partir des débuts, tu sais, des premiers films d'Argento. Je vais continuer. Puis je vais me rendre encore à Suspiria pour éventuellement faire une analyse numéro 2. Moi, le faire à Rétro Terreur éventuellement parce que je veux vraiment me le ramener pour me donner une autre chance parce que, bizarrement, je sais pas si tu avais écouté l'épisode qu'on a fait, Bruno et moi, la TSLP, on n'avait pas trippé. Mais en même temps, moi, la première fois que je l'avais vu, j'avais adoré. J'avais eu la chienne. Puis là, celui-là, probablement, des fois, il y a la fatigue. Puis dans quel moment tu le regardes. Là. Fait que, mais je me suis dit, je vais le revisiter, mais avoir une belle version. Là. Peut-être celle en 4K. Là. C'est mon film d'horreur préféré, probablement. Oh, OK. Puis il y a un côté nostalgique aussi à ça, émotif, qui compte beaucoup là, dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma en général. Moi, c'est le film qui m'a ouvert au cinéma européen, là, en général. Puis, ah oui, hein? Moi, j'ai découvert ce film-là à une époque où il n'y avait pas de podcast d'horreur. Internet, c'était les débuts de... On est en 2000 à peu près. Fait que, il n'y a pas de podcast, il n'y a pas de réseaux sociaux. C'est vrai. Quand tu tripes sur l'horreur, soit t'es chanceux, il y a une station de radio communautaire qui a un show de cinéma. Moi, dans mon cas, j'étais à Québec, fait que j'avais la chance d'avoir, à l'époque, à Radio Communautaire, c'était Fantastica, l'émission radio de Christophe Lassens, qui est un podcast qui existe encore, donc shout up à Christophe Lassens, qui m'a fait découvrir plein de films à l'époque. Puis sinon, tu fouillais sur Internet avec ce qu'il y avait sur Internet dans ce temps-là, ou t'allais chez HMV, puis t'allais dans la section des films d'horreur, tu regardais ce qu'il y avait, puis tu prenais des chances. T'achetais un film en disant « Ah, ça a l'air pas pire, ça. » Puis moi, c'est ce qui est arrivé avec Suspiria, tu sais. Fait que j'ai pris ce film-là, j'avais déjà vaguement entendu parler de Dario Argento. Fait que j'ai acheté Suspiria, j'étais arrivé chez nous, puis ça a été, là, tu sais, je suis tombé en amour. Moi, j'ai capoté ce film. Donc, c'est le premier que tu voyais de lui, là. Absolument. Puis là, après ça, ça m'a ouvert les portes pour Lucio Fulci. Puis en fait, tout le cinéma italien en général. Là. Des réalisateurs comme Michelangelo Antonioni, par exemple, là, ou Fellini même. Tu sais, qui fait aussi des films très surréalistes. Là. Fait que tu sais, il y a beaucoup ce côté-là là, dans le cinéma d'Argento. Tu sais, il a beaucoup été influencé par ces réalisateurs-là. Pasolini aussi, beaucoup. Buñuel, tu sais, on le voit là. La thématique des yeux dans le cinéma. Tu sais, dans le giallo, en général, la fameuse thématique de l'œil, là, la fétichisation de l'œil qu'il appelle, tu sais, ça remonte ça au surréaliste. Là. Mais je te dirais, pour Four Flies, c'est ça. Moi, tu sais, c'est sûr que je me suis procuré, puis je me suis dit, je vais voir vraiment les 3 premiers films d'Argento parce que, justement, je voulais vraiment connaître ses débuts, qu'est-ce qu'il faisait, son style, pour me rendre éventuellement à Suspiria. Fait que là, moi, j'ai écouté Ténébré aussi, j'avais vu Inferno, que j'avais quand même bien aimé. Puis je suis pas allé voir l'autre, le Mother of Tears, là, je sais pas trop, là. C'est un film mal aimé, là, mais c'est pas si dégueulasse. C'est pas si... OK. Je vais sûrement me le taper à un moment donné pour dire j'ai vu la trilogie, là, justement, de Mother. C'est quoi, comme il appelle ça, Mother of Tears, ça? Ah, ça vaut l'écoute, pour vrai, là. Ça vaut l'écoute, là. C'est pas une marde, là, comme Giallo, là. Giallo, le film Giallo, là, avec Adrian Brody, là. Ça, c'est la marde. Donc, écoute, le film d'aujourd'hui, je vais faire un petit synopsis très, très simple. Donc, le musicien Roberto Tobias, suivi depuis plusieurs jours par un homme mystérieux, décide de le prendre en chasse. Au cours de la dispute qui suit leur rencontre, il le tue accidentellement et un inconnu masqué le prend en photo, l'arme du crime à la main. Cet inconnu va le harceler et le menacer sans pour autant se livrer à un chantage. Sur les conseils de son ami, en français on va l'appeler Dieudonné, dit Dieu, en anglais God pour Godfrey, il engage le détective privé Arosio. Et ensuite il se passe plein de choses. Donc, petit synopsis pour ça. Fiche technique, 4 mouches de velours gris, réalisation Dario Argento, évidemment, mais au scénario, il a été aidé par Luigi Cozzi et Mario Foglietti. Qu'est-ce que fait Luigi Cozzi? Oui, Luigi Cozzi. Écoute, moi, j'ai vu son il y a comme, tu sais, sur le Blu-ray, un documentaire, là, puis lui, il jase beaucoup là-dessus, mais à part ça,
Ben, y a rien, inquiète-toi pas, il n'y a rien fait d'exceptionnel. Là. T'as Ok. vraiment rien manqué, mais je sais pas si t'as des. Ben, exceptionnel. T'as-tu déjà vu le film Star Crash? Star Crash, ça me dit rien, je pense Je te pas. le recommande fortement. Je pense oui, que hein? même il y a plusieurs auditeurs là, qui l'ont vu puis ils vont abonder dans le même sens que moi. Là. C'est un genre de rip-off de Star Wars. C'est un So Bad It's Good. Là. Donc c'est exceptionnel dans le sens que c'est très mauvais, mais c'est un film intéressant. Il a aussi réalisé Hercule en 1984 avec Lou Ferrigno. Ah oui, dans ça le dit rôle quelque chose, d'Hercule. oui. Puis il a fait la suite aussi. Là. Donc, c'est pas au niveau de la réalisation. En tant que scénariste? Non, ça, c'est en tant que Réalisateur? réalisateur. Ouais, c'est pas quelqu'un qui a fait des chefs-d'œuvre en tant que réalisateur. Par contre, en fait, ses plus gros faits d'armes, c'est avec Dario Argento. Il a travaillé sur plusieurs films d'Argento. Ouais, je pense que ça a été un partenaire avec lui, mais puis en même temps, la photographie, aujourd'hui, on avait Franco Giacomo, puis il a été aidé par Giuseppe Lanzi, donc il y avait pas vraiment son DP régulier, en tout cas, un avec celui qui avait quand même collaboré souvent, là, Storaro, là, je crois. Donc, montage de Françoise Bonneau, puis je pense qu'il en parlait justement dans le roman, pas dans le roman, mais dans la biographie. Et la musique, encore une fois, d'Ennio Morricone, que j'ai trouvé pas pire. J'ai un peu mieux aimé, je te dirais, L'oiseau au plumage de cristal, en fait, plutôt que Cat o' Nine Tails. Mais Cat o' Nine Tails, je pense que j'ai préféré la musique là-dedans. Là, celui-là se rapproche un peu là, avec celui de Four Fly, je te dirais. Là. Moi, ben, je suis d'accord avec toi là, à 100%. Là. Ben, moi, j'aime beaucoup la musique, là, la petite passe de drum là, qui revient souvent. Là. Ça, c'est vraiment efficace. Là. Surtout vers la fin, dans le plan, tu sais, dans la séquence finale. Là, vers la fin, là, il y a le petit drum. Là. Ça, c'est vraiment hot. Là. Moi, j'adore ça. Tu sais, au début, ben, tu sais que c'était Deep Purple hein, qui devait faire la musique au départ. Ben oui, c'est ça. Puis à cause qu'il fallait qu'ils prennent des intérêts italiens, là, parce que... Pour le financement. Le financement, c'est ça. Il n'y avait pas le choix. Mais écoute, aurais-tu vu ça, toi, Deep Purple, qui fait la musique? Ça aurait été capoté. Ça aurait été cool. Puis il avait même commencé à composer des tunes, il paraît. Puis là, finalement, ils ont dû canceller ça. Puis c'est ça, mais moi, je trouve ça... Moi, c'est vraiment ma préférée des trois, je pense. En tout cas, à égalité, sinon, avec Cat o' Nine Tails, qui est vraiment bonne. Ouais. Mais la chanson thème du film, moi, je la trouve super belle. Là, la thème de Morricone, qui revient à plusieurs reprises dans le film. Elle est vraiment bonne. Puis c'est la dernière participation, c'est la dernière collaboration hein, entre les deux, avant longtemps. Stendhal Syndrome. Oui, exactement. Ouais, parce que le chiard a pogné entre les deux, la chicane. Là. Ouais, ben, semblerait-il que c'est entre le père d'Argento, c'est le qui était producteur, là. C'est lui puis Morricone, je pense qu'ils se sont pognés. En même temps, tu sais, Dario, ça m'étonne tellement pas après, on va en parler à la fin de la biographie, mais ça me surprend tellement pas. Il n'est pas dit être facile. Tu l'as dit, c'est un génie, ce gars-là, mais les génies, souvent, c'est pas évident de travailler avec eux. Là. C'est ça. Humainement, ça a l'air de quelqu'un de spécial. On va le dire comme ça. Mais qui parle quand même super bien français, hein? Oui, ben ouais, très bien. Ben, très bien. Il y a un fort accent italien, évidemment, là, mais on le comprend parfaitement. Oh non, ça c'est. Je sais pas si t'as vu, il a donné des entrevues à la Cinémathèque française, là, il y a quelques. J'ai regardé un petit bout de ce que tu m'avais envoyé, justement. Là, il se promène, puis tous les films que. Ça, c'est un autre truc, ça, c'est une autre affaire. Mais ouais, ça, c'était le fun. Ouais, puis là, tu vois, tu te dis, waouh, c'est le fun. Je savais qu'il parlait français, mais quand je l'ai entendu, genre, c'est mieux que qu'est-ce que je pensais. Donc, on va aller vers la distribution. Donc, Michael Brandon, notre héros, un peu une copie de Dario, on va en parler, qui joue Roberto Tobias, Mimsy Farmer, Mimsy, qui joue Nina Tobias, Bud Spencer, ma belle surprise, qui joue Diomède ou Dieu donné, ou Godfrey en anglais. Jean-Pierre Mariel, moi, quand je l'ai vu aussi... C'est mon personnage préféré, moi, dans le film. Moi, c'est un de mes coups de cœur, hein, je te le dis tout de suite, là. Ça, c'est vraiment ce gars-là. Ben, déjà, moi, à la base, j'adore cet acteur-là. Je suis un fan de Jean-Pierre Mariel. Mais quel rôle! C'est lui qui a eu l'idée, hein, du personnage du détective homosexuel. Tu vois, ça, je savais pas, par exemple. Ouais, au départ, il avait pas été écrit comme ça, là. C'est vraiment lui qui a apporté sa touche personnelle au personnage.
moi, ce que je trouve d'Argento jusqu'à maintenant, dans ses 3 premiers films, je trouve que ses personnages secondaires sont tellement délicieux. Mais dans ce film-là, il y a une pléthore de personnages excentriques. Là. J'adore. J'adore. C'est comme... Ce film-là, c'est comme un gros rêve bizarre. Là. C'est qui se peut pas, oui, vraiment. Plein d'affaires là-dedans qui fait son charme. Ça se peut pas, mais il y a plein d'affaires que je me suis dit, OK, c'est tout croche, mais maudit qu'il y a de quoi d'intéressant et de charmant là-dedans. Le facteur, là. OK, on va le dire tout de suite, là. Moi, là, c'est dans le premier film, donc Crystal Plumage, c'était So Long. Dans le deuxième, c'était Gigi, puis là, c'est le facteur. Non, c'est awkward un peu par moment. L'humour avec ce personnage-là n'est pas toujours on point. Là. Non, mais c'est tellement délicieux pareil. Non, moi, j'adore ça. C'est slapstick au bout. Vraiment. Tu dis le gars là, qui il a mangé une maudite. Mais on a Francine Racette, la québécoise, hein? Oui, la magnifique Francine Racette, l'épouse d'un certain monsieur Donald Sutherland. Ben oui, toi, qui jouait Dahlia, Stefano Satafia Flores, qui jouait Andrea, Callisto Callisti, qui faisait Carlo Morosi, l'homme qui semi-tué, là, qu'on pensait par Roberto. Là. La victime du meurtre. La victime du meurtre. Là, je vous dis tout de suite, vous savez là, que si vous écoutez Rétro-Terra, sinon, si vous commencez avec ça, je vous dis tout de suite, on va vous divulgacher ça solide. Donc, allez voir le film avant. Ben, pesez pause, là. Allez voir le film, parce que là, bientôt, on va tout vous dévoiler. Donc, Aldo, Buffy Landy qui joue le médecin, en tout cas, et Marissa Fabry, qui jouait la domestique, qui semble-t-il était très, très populaire au théâtre à cette époque-là, là, en Italie, mais qu'on a vu une petite apparition, mais que vraiment Argento disait qu'il était super content de l'avoir dans son film. Et plein d'autres personnes que je nommerai pas. Mais c'est un film, donc, sorti en 1971. Il a été prolifique en tabarouette, Argento. Ces 3 films, là. Ça a été deux bonnes années. 3 films en 2 ans, quand même, c'est intense. Là. Cette année-là, il en a fait 2. Donc, tu sais, je pense que Four Flies, il est sorti en décembre. Là. Il est sorti, je pense, le 17 décembre. Exactement. Donc, c'est un film, tu disais, pour Noël. Là. Donc, c'était son premier film tourné, sorti à ce moment-là. Le 17 décembre 1971 en Italie. Puis il était brûlé, hein, ça a été tough, ce tournage-là. Ça allait pas bien, ben ça, on va avoir l'occasion d'en parler, là. Ouais. Mais, ça allait pas bien dans sa vie, puis le film qu'il a tourné était un petit peu un reflet de sa propre existence, là. Oui, vraiment, tellement que sa femme en a fait une méchante surprise au cinéma, mais moi, je pense que là, tu sais, le roman, on va en parler tantôt, mais le début pas le roman, mais la biographie, au début, ça commence raide, mais moi, je pense que ce qu'ils nous disent au départ, qu'on rattrape plus loin dans le livre, là, je pense que c'est une accumulation de toutes ces affaires-là là, qui se sont passées à partir de 70. Là. Je pense que à un moment donné, il disait qu'il était maigre puis qu'il mangeait plus. C'est crème, il va revirer fou. Puis là, ça l'aide pas, ça là. Mais écoute, si tu veux, on peut embarquer dans le film, puis après ça, on ira dans nos différentes sections. Mais écoute, ça commence quand même de façon assez particulière, parce que là, c'est une pratique de band qui joue, une pratique de drum avec Roberto qui joue de la batterie, avec une mouche qui se promène. Hein? Ouais, la mouche, la fameuse mouche. Mais tu sais, c'est drôle parce que cette scène-là, de la mouche qui se promène, on la retrouve aussi dans un autre film qui s'appelle Once Upon a Time in the West. Là, oui, une fois dans l'Ouest. S'il y en a qui l'ont vu dernièrement, là, on se souvient au début du film. La scène d'ouverture du film, c'est la scène à la gare. Là. C'est la gang de bandits, les méchants. Ouais, exactement. Puis il y a le gars qui dort, le méchant bandit qui dort, qui se fait harceler par une mouche. Puis ça, tu sais, Dario Argento a coécrit Il était une fois dans l'Ouest avec Bernardo Bertolucci. Puis c'est lui qui a eu l'idée de cette scène-là dans Il était une fois dans l'Ouest. Puis il a repris cette scène-là donc dans l'ouverture de Four Flies. C'est un clin d'œil à ce qu'il avait déjà fait dans le film. Là. Mais tu vois, puis il disait aussi dans un des scénaristes, là, justement, qui parlait sur le Blu-ray, il racontait que des influences de Once Upon a Time, il y en a quelques-unes, dont entre autres, il disait, tu sais, quand on voit, je sais pas si c'est la seringue qu'elle prend, puis il y a comme un écran rouge, là.
Ben, il racontait que dans le Once Upon a Time, ben, le gars qui avait ses armes, ses pistolets, je sais pas trop quoi, là, c'était sur une espèce de nappe ou je sais pas trop, un écrin rouge aussi. Fait que c'était comme un rappel de ça qu'il voulait faire. Là. Je la connaissais pas, celle-là. Ouais. Non, fait que, tu vois, c'est des petits clins d'œil là, que tu dis, mais c'est bien cool. Là. Mais c'est ça, puis Argento, il dit, hein, tu sais, lui, en fait, il a beaucoup, beaucoup appris, là, tu sais, tout ce qu'il a appris, lui, de réalisation. Tu sais, lui, avant d'arriver sur le plateau de l'Oiseau Plumage de Cristal, il avait pas étudié en cinéma, lui, là. Du tout. C'est ça, tu sais, fait que lui, il a appris sur le tas, là. Il est arrivé là, tout ce qu'il avait fait, c'était scénariser un film ou deux avant, puis c'est tout. Sinon, c'était un critique de cinéma, donc. Tu sais, lui, quand il est arrivé, il dit, je savais pas quoi faire. Moi, j'avais toute une équipe à diriger. J'arrive sur le plateau. J'avais aucune idée de ce qu'il fallait que je fasse. Fait qu'il dit, ben là, moi, j'étais habitué parce qu'il commençait dans sa salle de nouvelles. Lui, il était journaliste. Il commençait à avoir un petit peu plus de responsabilité. Fait qu'il a dit, ben, tu sais, j'ai appliqué ce que je faisais à mon travail de journaliste dans la salle des nouvelles. Je l'ai appliqué à mon plateau, puis regarde, on y va comme ça. Puis ça a été difficile, hein, parce que le tournage de l'Oiseau Plumage de Cristal, là, il y a bien du monde qui ne l'aimait pas. Là. Il y a du monde, le monde là, qui sont habitués de tourner des films, là, les techniciens de plateau, les acteurs professionnels qui se retrouvent avec le petit jeune, qui ne sait pas trop ce qu'il fait. C'était difficile pour eux autres aussi. Puis l'acteur principal, là, on regarde ça l'Oiseau Plumage de Cristal, mais l'acteur principal, il laissait ces deux-là. Les deux, là. Ouais. Puis il l'a dit même de nos jours, là, très très récent, je pense qu'il en parle encore en disant que il n'y a pas d'amour entre les deux. Là. Il y a eu une rétrospective il y a quelques années de la carrière d'Argento, puis c'était comme un hommage à sa carrière, tout ça. Puis il pouvait inviter qui il voulait, il a invité tous les acteurs de tous ses films, sauf un. C'est Tony Musante, je pense. Ouais, je pense que oui. C'est le seul qui n'a pas invité. Exactement. C'est lui, l'acteur principal de Bird with a Crystal Plumage. Là, donc, puis tu sais, en même temps, tu te dis, OK, ça se peut que ce soit une merde, là, mais en même temps, je donne toujours le bénéfice du doute parce que tu te dis, ben, tu sais, Dario, à quelque part, je veux dire, il n'était pas le plus facile. C'était pas celui qui, puis tu le sais, dans la biographie, il en parle. Lui, il considère pas les acteurs le diable non plus, là, tu sais. C'est pas... Il disait, moi, les acteurs, actrices, là, tu sais, un peu, là, ils vont servir à l'histoire, mais bon, tu sais, ils tripaient pas bien plus que ça. Fait que, tu sais, mais... Puis en même temps, c'était son premier film. Mais écoute, tu sais, ce que je trouve, moi, le départ de Four Fly, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de rythme. Ça commence avec du rythme. C'est très rythmé. T'sais, il sort, lui, on s'aperçoit qu'il y a un gars qui le guette, un gars qu'on voit dans la journée à un moment donné, qui a de l'air qui porte des lunettes. Il y a un jeune qui... Je sais pas trop ce que monsieur-là, c'est quoi sa vie, là, mais il a pas de l'air ben plus sympathique. Là. Il fait peur aux jeunes. L'autre, il le remarque un peu, puis le soir, il semble voir qu'il l'observe. C'est ça. Ben, en fait, c'est plusieurs plans de caméra qui nous montrent différents moments de la journée où il suit. Ouais. Puis là, pendant ce temps-là, on entend la musique. Le band joue. C'est une tune que normalement à l'origine aurait dû être des Purple, ça aurait été bien hot, là, c'est pour ça. Mais ça, c'est Smoke on the Water, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, à ce moment-là, ça aurait été cool. Puis à ce moment-là, on parle évidemment d'une musique intradiégétique. Voilà. Donc, c'est important de le dire. Donc, voilà, il faut le ramener, Jonathan, là. Puis, oui, t'as raison. Puis le cœur aussi qui bat. Ça, c'est vraiment cool. Oui. Puis ça, ouais, puis il y a un petit côté, justement, tu sais, le surréalisme, c'est de montrer à l'écran la psyché des personnages, ce qui se passe dans leur tête. Donc, déjà, ça part tout de suite, là, on nous montre tout de suite, OK, le gars, il est stressé. Il y a quelque chose qui se passe, donc le cœur qui bat, c'est vraiment cool, ça. Ben, en fait, tout le title card, toute l'ouverture du film est tellement belle, c'est tellement beau, ça part en force, là. Ça part vraiment en force. Beaucoup de riffs. Visuellement, c'est intéressant. Ensuite, tu sais, puis même lui, on soupçonne que c'était pas super fantastique entre lui et sa femme, un peu comme ce qu'Argento voulait nous souligner un peu. C'était un peu de la psychologie qu'il faisait là, avec ce qui se passait avec sa femme à l'époque, là.
Puis déjà, dès la scène d'ouverture, il teste plein de choses avec sa caméra. Hein. On voit le POV à l'intérieur de la guitare. Là. Exact. Ça, c'est vraiment hot. Ça, c'est un plan magnifique. Ah oui, puis aussi quand la mouche, elle va s'installer dans les cymbales, là. Ouais, exact. À un moment donné, avant qu'il les foire, non, moi, je trouvais que ça partait super bien. Moi, j'étais accroché dès le départ. Puis à un moment donné, c'est ça, quand il voit le monsieur en question, puis il se dit, hey, là, de la chenoute, là, il va me dire qu'est-ce qu'il veut, il part après, il le suit. Puis là, il rentre dans une espèce de salle de spectacle, hein, je pense. C'est un théâtre. Un théâtre. C'est un théâtre qui a de l'air, soit... On sait pas trop ce qui se passe dans ce théâtre-là parce que c'est le bordel. Ça a l'air comme abandonné. En tout cas, c'est en réno, je sais pas trop. Puis tu sais, quand il rentre dans le théâtre, il passe à travers une série de rideaux avec la caméra subjective. Là. Ouais, c'est exact. Cool, ça. Puis ça, il disait, Argento, il l'a fait dans une couple de ses films, ça, puis il l'a dit carrément, ça, je fais ça, c'est comme une façon de dire, là, vous entrez dans mon show. Oui. Pénétrer dans mon spectacle. Il va se passer quelque chose, là. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Tu sais, je trouvais que ça partait bien notre film. Puis là, ben, tu sais, t'as le monsieur qui a un couteau, une petite bataille, finalement, ben, c'est comme s'il rentre le couteau dans le ventre. Le gars, il tombe dans une espèce de fosse où les musiciens, des fois, s'installaient, là. C'est pas la bataille la plus crédible de l'histoire du cinéma. Là, hey, loin de là. Loin de là. Et là, il y a quelqu'un qui a remarqué dans les estrades, en tout cas dans les loges. Dans les loges. C'est ça, chercher dans les loges. Puis, qu'il y a une espèce de masque. Ce masque-là, c'est assez... creepy. Hein? Creepy. On peut le dire. Genre de masque de chérubin. Là, ouais. Tu sais, pour ceux qui ont vu Happy Death Day. Voilà. Happy Death Day qui était avec un masque de chérubin. Donc, prenez ça, mais je trouve un petit brin plus creepy. Là. Tu sais, c'est un personnage blondinet que tu regardes, OK, c'est qui est caché derrière ça. La personne prend des photos, donc elle prend un peu ces photos-là pour voir, puis tu te dis, OK, c'est arrangé, c'est pas arrangé. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là? On ne sait pas trop pour l'instant. Puis là, ben, ça reste comme ça. Le personnage prend des photos, puis... Là, à un moment donné, puis s'il y a des choses que je saute trop vite, là, Jonathan, tu me le diras, là, mais là, à un moment donné, lui, on le sent stressé. Il était déjà stressé à l'avance, mais là, il était très stressé parce qu'il s'est dit, OK, j'ai tué quelqu'un de façon accidentelle, mais c'est comme pas évident. Puis là, à un moment donné, tu sais, chez eux, il va pas trop en parler à sa femme au départ. Fait que là, il était un peu distant. C'est pas un moment là où il a le goût de tout révéler parce que, évidemment, il se sent coupable. Puis c'est ça. Donc, on sait que éventuellement, le meurtrier potentiel, le meurtrier, on va le dire tout de suite, c'est sa femme à Roberto. Hein, on va le spoiler tout de suite. On le sait pas, on le sait qu'à la fin, mais au départ, quand tu vois le personnage comme tel qui prend les photos, tu dis, OK, il va y avoir du chantage qui va se passer. Blackmail. Donc, on va en avoir de ça, puis tu dis, OK, parfait. Puis là, à un moment donné, puis là, à partir de ce moment-là, ben là, il commence à recevoir, par exemple, je pense que la première chose, c'était le passeport du gars qui a été, entre parenthèses, tué. Oui, c'est ça. Ben, en fait, au début, il voit dans le journal, il voit déjà... un gars qui s'est noyé. Fait que lui, il prend pour acquis que... Ouais, c'est ça. OK, ce gars-là, finalement, ben c'est le gars que j'ai tué. Fait qu'il prend pour acquis, c'est ça, alors que c'est pas ça, là, mais... Juste avant ça, là, avant qu'on entre dans la maison de Roberto, on voit... c'est la première fois qu'on voit le voisin, là. Puis ça, on va le voir souvent, le voisin qui boite, qui marche bizarre, qui est un peu accro à la pornographie suédoise. Là. Ça, en tout cas, c'est ça. Ça, c'est, au final, on va se rendre compte que c'est un ready ring, là, carrément. Je pense, là, c'est un peu bizarre là, comment c'est amené, là, ce personnage-là. C'est un peu, je vais faire un parallèle avec le Bird with the Crystal Plumage. Tu sais, le gars qui se fait poursuivre, à un moment donné, on pense que c'est lui, probablement, le tueur, mais c'est vraiment pour nous amener vers une autre piste. Puis celui-là, certains personnages nous fait... C'est même à la limite, quelqu'un aurait pu dire l'espèce d'idiot, le facteur idiot, là. Tu sais, tu dis, OK, y a-tu un rôle à jouer là-dedans? Tu sais, des fois, il faut suspecter, là, ils ont de l'air un peu innocents, mais des fois, il faut jamais les prendre trop comme s'ils l'étaient. Fait qu'il y avait plein de petites affaires, tu te dis, OK, ça peut peut-être être tel ou tel ou tel quand tu le sais pas, là. Puis le facteur, c'en est un comme tel.
Donc là, à un moment donné, c'est ça, là, je vais peut-être aller vite, mais tu sais, là, on voit que ça va pas bien avec sa femme. Il décide de demander, puis là, il y a des parties. Puis là, une des choses que je trouvais intéressant à la fête, où il y avait des amis chez eux, là, c'est le gars, espèce de... Je sais pas trop, là, c'est un ami de la gang qui raconte l'affaire du gars qui se fait décapiter, là. T'as oublié la séquence quand même délectable du facteur. Parce que là, on introduit le facteur qui livre les magazines porno à la mauvaise adresse. Oui. Puis c'est-tu là que la femme, à un moment donné, une femme qui dit arrête de donner ça chez nous? C'est qui? C'est ça, exactement. C'est la voisine qui reçoit les magazines porno de l'autre voisin. Puis elle est scandalisée de ça. Puis le facteur, bon, il prend les magazines porno, puis je sais pas si tu te rappelles, il pogne une sniff, genre, il est sang. Ah oui, j'ai oublié ça, c'est vrai. Oui. Ouais, il pogne une grosse sniff. Mais puis là, c'est ça. Puis là, il dit Swedish pornography. Oui. Mais tu vois, c'est ça. Tu sais, c'est des personnages un peu... c'est un peu tout croche, là. T'sais. Mais ça ira nulle part, cette histoire-là. Non, du tout. C'est vraiment de mettre un personnage qui est un peu n'importe quoi pour, oui, peut-être une fausse piste, mais en même temps, tu te dis, c'est dans la veine des 2 premiers films, la trilogie animale, parce que tu as des personnages secondaires qui sont juste comme, tu sais, même le personnage de Gigi, là, je veux dire, il a aidé, mais... Puis le personnage de So Long, dans le premier, c'est la même chose. Je veux dire, il a guidé pour donner une certaine clé, mais tu sais, c'est vraiment plus pour nous amuser. Il appelle ça comic relief en anglais, là. Tu sais, le facteur, c'est un peu ça aussi, là. Bon, il y en a quelques-uns dans le film, là. Exact. Et là, il parle à nervosité avec le lien aussi du gars qui a raconté de l'histoire du gars qui se fait décapiter. Ben lui, il commence à avoir ces cauchemars-là aussi. On le voit commencer à avoir ça, le cauchemar du gars qui est dans... Et ça a été tourné en Tunisie, là. Ben, il y a un party chez Roberto. Puis là, dans le party, il y a un gars qui raconte une histoire. Puis là, il raconte l'histoire d'une exécution où quelqu'un se fait trancher la tête. Puis c'est après le party, là, c'est après ça que Roberto va commencer, là, va avoir son rêve. Exactement. Son premier rêve. Son premier rêve. Ça revient une couple de fois, là, un petit peu plus tard dans le film. Donc, mais lui, il se sent vraiment coupable. Puis là, c'est ça, il sait que le gars s'appelait Carlo Marossi, là, qui était le monsieur qui était son poursuivant, mais tu sais, au départ, on sait pas trop ce qui se passe. Pourquoi il poursuit? Là, à un moment donné, il meurt. Là, il commence à se faire du chantage, mais du chantage juste très, très subtil. Hein? C'est vraiment, tu sais, la carte d'identité du monsieur, des trucs dans un livre, je pense, à un moment donné. Tu sais, c'est très, très subtil, là. Mais bon, la place, la vision qu'il y a, c'était censé être en Arabie Saoudite, mais finalement, il n'y avait pas le droit de tourner là, fait qu'ils l'ont fait en Tunisie. Puis je pense qu'il avait déjà fait un voyage en Tunisie, là, à un moment donné, avec sa femme, puis c'est là qu'il est retourné. Oui, exactement. Je l'ai noté. En plus, c'est à la grande mosquée de Kérouan en Tunisie. Oui. C'est drôle, tu sais, dans sa bio, il racontait qu'au départ, il y avait des chameaux. Puis il était enceinte. Oui. Puis les chameaux pissaient. Dans le milieu de la place, ou quelque part, il y avait un genre de drain qui ramassait les eaux de pluie. Puis là, ben, comme les chameaux pissaient, ça se ramassait dans le drain. Fait qu'il a fallu qu'ils débarrassent les chameaux de là s'ils ne voulaient pas se faire couper la tête eux autres mêmes. Ouais, puis je pense ils n'ont pas resté là longtemps, je pense, les chameaux, là. Non, c'est ça. Exact. Donc, dans le fond, c'est ça. Donc, les menaces, ils continuent. Puis à un moment donné, il y a Roberto Mano au milieu de la nuit qui est attaqué. Là, il entend du bruit, il se lève. Puis là, c'est là que j'essaie de remarquer. Une fois que tu sais c'est qui, là, la personne, tu te dis, OK, c'est quoi la séquence? Là? Oui, parce qu'il dort, il est à côté de sa femme. Il dort à côté de lui. Là, il entend des bruits. Clairement, il y a quelqu'un qui marche en tout cas, il y a du bruit. Ouais. Mais selon toi, là, je vais te demander ton avis. Penses-tu, là, elle est arrangée avec Carlo? Avec l'autre, c'est l'autre. Là, Fait que l'autre, il vient faire des affaires. Puis à un moment donné, c'est-tu elle ou lui, tu penses qu'il l'accroche par le cou? C'est elle. C'est elle, hein, c'est ça? Oui, hein? c'est elle. Elle pogne avec un genre de fil, là, un fil de fer, exact. Quelque chose comme ça. Là. Puis là, elle l'étrangle en lui disant qu'elle peut le tuer quand elle veut. Là. C'est ça, puis il fait des petits bruits, là, il dit, là, je pourrais te tuer.
C'est ça. Elle chuchote, là, pour Ouais. qu'on reconnaisse que c'est une fille. On sait pas trop si c'est une fille, si c'est un gars. C'est comme pas clair, là, avec la voix Ouais. qu'elle a. Fait Puis, que, ouais, c'est ça. Puis, il fait juste comprendre à ce moment-là qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec lui, qu'elle Ouais. peut le tuer quand elle veut. Puis on va comprendre pourquoi que, au final, tu sais, elle fait juste le harceler continuellement. Son but, c'est de pourrir la vie de. Ouais, puis c'est vraiment petit peu par petit peu. Puis elle joue très bien son jeu parce que quand elle y parle, c'est là que je la trouve bonne, Mimsy Farmer, dans ce sens-là, parce qu'elle dit « Oh my God, tu sais, il s'est passé telle chose, puis là, t'es-tu correct? Ah, va falloir que se sauver. » Puis, tu sais, là, tu regardes, puis tu y crois, là, tu dis « Mais toi, si tu le sais pas au départ, la première fois que tu regardes, tu dis « OK, tu y crois, là, tu dis, elle est vraiment perturbée par ça. » Mais Mimsy Farmer, elle est vraiment bonne dans ce film. C'est une très, très bonne actrice, là. Voyons, Michael Brandon, lui, je trouve qu'il n'est pas toujours on point, là. Non. Mais elle est vraiment, vraiment très, très bonne. Ouais, je trouve par moment, je trouve qu'il y a de l'air... tu soit effacé, goofy par moment, puis c'est pas toujours juste, mais elle, vraiment, mais tellement, je vais te le dire, moi, à la fin, là, la scène finale, là, je l'ai réécoutée une multitude de fois, juste grâce à Mimsy Farmer. Ah, elle est fâchée. Ah, elle me fascine. Je sais même pas si je peux dire que je la trouve bonne, si c'est juste. C'est juste qu'elle me fascine dans cette scène-là, mais on va y revenir tantôt. Elle est vraiment quelque chose. Mais c'est ça. Donc, bref, tu sais, là, tu dis probablement qu'ils sont arrangés les deux, mais là, finalement, il se fait pogner au cou. Il se passe rien de plus. Mais là, comme lui, il commence à avoir la chienne, là. Ben là, il perd comme un peu connaissance, me semble. Là, il tombe. Ouais. Bon, là, il se réveille. Puis là, bon, il reprend ses esprits, il prend un peu l'air. Puis là, quand il va pour aller se recoucher, je pense, là, il croise sa femme. Sa femme, ouais, c'est ça. Puis là, il demande qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, elle fait son innocent. Mais tu sais, en tout cas, elle joue bien ça parce que tu suspectes pas que c'est elle à ce moment-là. Ouais, mais elle insiste. Puis rapidement, il va y dire là, ce qui se passe là, à ce moment-là. Ouais. Il va y dévoiler qu'est-ce qu'il a fait, puis ça. Puis tu vois qu'elle est là. Ah oui, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé. Puis il raconte. Fait que tu vois qu'elle est quand même sur son bord, là, tu sais, elle va le supporter à ce moment-là, là. C'est ça. Puis là, ben, c'est sûr, les menaces, on continue un peu. Et c'est là qu'il décide d'aller voir un de ses amis qui vit dans une cabane. Et c'est là qu'on est présenté à Dieu ou God, qui est joué par nul autre que Bud Spencer. Moi, quand j'ai vu ça, merveilleux. Puis là, je vais tout de suite faire un aparté parce que ce personnage-là apparaissait. Le premier, pour ceux qui ont écouté l'épisode de The Bird with the Crystal Plumage, je parlais du roman, j'en ai parlé d'ailleurs à la fin aussi, de Screaming Mimi. Et du film aussi, là, que j'ai regardé. Mais dans les deux cas, on parlait d'un personnage, surtout dans le roman, d'un personnage qui s'appelait justement Godfrey, qui l'appelait God. Et qu'au début du roman, ben, le personnage principal, le policier, qui est un peu Soulon, là, ivrogne, ben, qui commence à jaser justement avec Godfrey. Il apparaît pas dans The Bird with the Crystal Plumage, mais il ramène Dario, cette influence-là, dans celui-ci, qui est joué par Bud Spencer. Puis l'autre gars, j'ai pas retenu son nom, mais c'est comme une espèce de... C'est The Professor. The Professor, ouais, mais on sait pas plus sur lui, hein? C'est l'ange. C'est Dieu et son ange. C'est Dieu et son ange, hein, c'est ça? Ben, je pense que c'est un peu ça la métaphore, là. Ouais. Puis lui, il va jouer un peu le rôle d'ange gardien, hein. Tu sais, on va le voir, là. Il va... Fait que moi, c'est comme ça que je le vois, là, personnellement. Ouais. Puis là, c'est ça. Puis là, il arrive, puis t'as la tonne à Alléluia. Oui, hey, ça. Tu sais, c'est gars, puis le moment donné, ça part super fort. Je dis, ouais, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Fait que ça vient de nulle part, on dirait. Mais en même temps, bon, je trouvais ça quand même semi-délicieux. Ben, c'est pas subtil. Là, on comprend, tu sais, je veux dire, en tout cas, on comprend que God, c'est God, là. Exact. Puis ça, on va le voir plus tard avec un beau deux sexes machina, là, vers la fin du film. Là, oui, ben, c'est vraiment sur son rôle. Là, à Bud Spencer, qui est vraiment un contre-emploi. Tu sais, je trouve ça cool. Moi, je connaissais Bud Spencer pour ses films avec Terence Hill quand j'étais jeune. Puis, tu sais, je veux dire, c'était des claques à la gueule, puis c'était très physique. Puis le voir dans un autre rôle comme ça, je trouvais ça sympathique. Ben, il a joué dans ce film-là parce que c'est un ami. C'est un ami de Dario Argento. Oui. Ouais, puis je pense qu'il n'a pas été payé plus que ça, là, parce que justement, c'était une faveur qu'il faisait. Moi, j'étais vraiment heureux de le retrouver là. Puis là, c'est ça. Je pense que c'est lui qui lui recommande de prendre un détective privé. Ah, mais tu sais, les sardines, moi, quand il se met ça sur la gueule, là. C'est dégueulasse.
Il dit, prends ça. Non, j'en prendrai pas. C'est bon, c'est bon pour la santé. Ouais, exact. Mais tu sais, ça a dû être bon parce qu'il a quand même vécu assez longtemps, là. Mais il en mange un pour vrai, là. Ah ouais, je le sac dans la bouche. Il dit, OK. Il mange pour vrai? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, moi, tout. Là, j'étais là, je dis, non, tu m'aurais pas vu faire ça. Il m'aurait payé cher ta barouette. Après, il boit de la vodka. Il y a un gros verre de vodka ou en tout cas quelque chose qui ressemble à ça. Puis comment il s'appelle son perroquet? C'est Jack-Off. Jack-Off? Hey, un perroquet, il dit, ouais, Jack-Off, là, tu regardes, qu'est-ce que tu dis là? Pourquoi tu dis ça? Non, c'est le nom de mon perroquet. Tu dis, c'est pour ça que je te dis, il y a beaucoup de petites jokes insérées à gauche, à droite, là, des personnages, mais des petites jokes comme ça que j'ai trouvé quand même sympathique. Puis c'est lui qui dit de prendre un détective privé, hein? Ouais, c'est ça. Oui, c'est lui qui le réfère à Rosio. Oui, donc Gianni Arosio, joué par Jean-Pierre Mariel, qui est excellent. Puis là, il y a une chose, il va falloir que tu m'expliques. Amélia, la femme de chambre, là, c'est elle qui fait le ménage. Là. Ouais. Elle parle à quelqu'un au téléphone. Peux-tu m'expliquer? Puis d'ailleurs, quand elle parle la passe, oui, puis la séquence, quand elle parle au téléphone, les plans de caméra qui suivent, oui, on suit la ligne téléphonique. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est beau, là. Ça, c'est là où on voit le Argento, là, il est hyper créatif, là. Oui. C'est ça qui est le fun avec sa caméra. Il fait tout ça. Il essaye plein d'affaires. Moi, je très beau. Mais je te dirais ça, là, il disait, je pense, sur un documentaire que c'était tiré d'un film... Je me souviens plus, c'est pas Truffaut, mais c'était un autre réalisateur français qui avait fait une scène similaire où il suivait des lignes. Puis lui, il a vraiment voulu rendre hommage, puis il l'a fait comme ça. OK. Ouais. En tout cas, un film. C'est un réalisateur de la nouvelle vague française. Là, un genre de Jean-Luc Godard. Là, c'est peut-être même Godard, ça se pourrait. Puis qui avait fait une scène comme ça dans un film. Puis là, lui, il l'a reproduit en hommage. Fait que, mais c'est à qui tu penses qu'elle parle, elle? Elle parle à Nina. C'est à Nina, hein? Moi, je pense qu'elle parle à Nina, ouais. Parce qu'elle l'a vu. Fait qu'elle. En tout cas, oui. Parce que l'autre, elle le connaît pas, là. Non, c'est ça, hein? Fait que si elle appelle quelqu'un, nécessairement, elle appelle Nina. Moi, je suis convaincu. En tout cas, moi, je l'ai toujours vu comme ça. Moi, je pense que c'est ça. Donc, dans ma tête, je me suis dit, elle doit y parler. C'est pour ça qu'elles se sont rencontrées dans le parc. Parce qu'elle, probablement qu'elles se sont donné un rendez-vous. Elle l'a attiré là, elle l'attend là. Parce que c'est la seule raison, moi, je la verrais pourquoi qu'elle s'en va dans le parc à ce moment-là. Là. Juste avant la séquence du parc, là, à téléphone. Oui. Puis là, après ça, on a la première scène de chambre capitonnée, là, d'asile. Là, tu dis, c'est qui ça? Là, parce qu'au départ, c'est pas clair. Hein? On entend des phrases, des paroles. C'est-tu là qu'on entend le père? Là? C'est ça. On voit les images de la chambre capitonnée, puis on entend en voix off, on entend là, un père qui blaste son enfant. Là. Je pense, c'est-tu là qui dit même, j'aurais aimé ça, que ce soit un garçon, puis espèce de maniaque, puis tout ça. Fait qu'on sait que le tueur... c'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile, qui a probablement été dans un hôpital psychiatrique. C'est pas clair que ça dit. Ça dit, je voudrais que tu sois un gars, mais plus dans le sens, je voudrais que tu sois un homme. Là, tu sais. Ouais. C'est vraiment, fait que c'est pas clair qu'il s'adresse à une fille ou à un gars. C'est là, ça, exact. Pas trop, là. Puis c'est ça, il fait juste, il rabaisse son enfant. C'est un père qui rabaisse son enfant. C'est vraiment ça qu'on entend, là. Ouais, fait qu'on comprend, là, si on est un peu wise, là, on comprend que c'est le trauma du tueur. Là, exact. Puis qui a été interné à un moment donné, puis que, puis à un moment, on voit des images de chats pendus, fait qu'on on sait les enfants qui commencent jeunes puis qui tuent des animaux, ça devient des psychopathes. C'est ça. Puis plus tard, on va voir ce qui arrive avec le chat de Roberto. En sachet. En sachet, puis qui a plus l'air d'un chat. Là. Oh my God, non. C'est ça, notre bébête. C'est vrai? Hey, c'est vraiment son chat, ça? Mais oui, c'est ça. Donc, et là, la fameuse scène du parc, justement, où... une des plus belles scènes du film, selon moi. Oui, c'est spécial. Parce que là, Amélia, qui attend, il y a des gens qui se minouchent, elle regarde, elle est dérangée par tout, mais elle se rend pas compte que le parc, il ferme, là. La musique, c'est creepy, là. Ouais. T'as-tu vu ça, un parc avec de la musique de même? Tu sais, ça existe comme pas, là. C'est peut-être que ça existait en Italie à cette époque-là, là. Moi, je trouve cette séquence-là, juste ça, là, je trouve ça épeurant. Le parc, très bien fait. Avec la musique creepy, dégueulasse, puis le plan des enfants, même les enfants qui jouent, ça n'a pas de l'air naturel. Il y a quelque chose de
bizarre dans cette scène-là. Là. La façon c'est tourné, c'est pour nous rendre, en tout cas, ça nous rend un peu mal à l'aise. On sait qu'il va se passer quelque chose, il y a quelque chose de weird. Et là, toute ferme, elle est embarrée là-dedans. Puis là, à un moment donné, elle se fait poursuivre par le tueur. On sait pas trop ben là, il y a comme des jump cuts, là, tu sais, il y a des jump cuts, tu sais, le monde disparaît, là, les enfants disparaissent, clac, jump cut, le couple qui s'embrasse disparaît, clac. Exact. Puis là, elle se lève, là, elle a comme peur, là, elle se lève, elle s'en va, puis là, on tombe, bang, du jour à la nuit, hein. Ouais, ça tombe, c'est noir complètement. Puis là, la porte, ça a été verrouillé, elle peut plus sortir de là. Puis comme c'est des gros murs, des hauts murs, elle peut pas sauter par-dessus. Elle est pognée dans le parc, là, elle. Là. Pognée à travers un mur, c'est comme ça s'en va, ça passe dans deux murs. Mais ça, là, ben, ces deux murs-là, ils existent peut-être même pas. Là, non, toute hein? cette séquence-là, là, c'est une séquence qui est très... Quand on parle de film onirique, là, cette séquence-là, c'est probablement la plus représentative de ça dans le film. Là. Ouais, parce que ça se peut quasiment pas physiquement là, d'avoir ce genre d'emplacement-là. À partir du moment, là, Serge, où tu vois le monde qui disparaisse d'un coup, là, puis qu'après ça, on tombe tout de suite du jour à la nuit, là. Tu sais, c'est du genre de distorsion du temps et de l'espace, là. On tombe un peu dans le subconscient de la madame. Ouais. Fait que là, c'est là où c'est carrément du surréalisme, là. Donc, on monte à l'écran ce qui se passe un peu dans sa psyché à elle. Fait que la séquence où elle se sauve, puis qu'elle passe entre deux murs, puis que ça devient de plus en plus étroit, c'est elle qui s'en prie. C'est ce qui se passe dans sa tête, plus que ce qui se passe dans la réalité. Là, c'est ça, parce que tu dis ça se peut vraiment pas. Ouais, là. c'est ça, ce lieu-là, cet espace-là, il se peut comme pas. On sait pas trop elle est rentrée où, c'est quoi ça. C'est comme pas clair, mais c'est voulu, c'est fait comme ça. Puis c'est le côté, là, justement, très néo-surréaliste là, du film. Là. Moi, j'aime ça, moi, ça me rejoint. Ben, moi aussi, j'aime ça. Puis là, je me suis dit, ben, OK, elle imagine ça. Probablement, tu sais, l'analogie, je me suis faite, c'est elle est pognée dans sa tête, la salle étroite, elle se sent comme pris, là. J'ai plus d'être issu. Puis là, on entend de l'autre côté, là, des gens qui disent, on l'entend crier. Puis là, tu sais, on la voit qu'elle peut essayer de me sauter, mais c'est ben trop haut. Puis là, les ongles sur la roche, moi, là, c'est, c'est une affaire que j'aime pas. Là. C'est comme Freddy qui fait ses griffes sur un tableau là, où ça me met tout croche un peu. Là. Puis là, on voit rien de ce qui se passe. On sait qu'elle s'est faite probablement tuer, mais on voit rien pour l'instant. Là. On sait après, je pense qu'elle s'est faite poignarder. Je pense que c'est ça hein, qu'il disait qu'elle s'est faite poignarder. Oui, il me semble que c'est ça. Je pense même elle s'est fait égorger, je pense, parce que elle reçoit un appel, Nina, à un moment donné, puis elle annonce après ça à Roberto, là, notre bonne, elle s'est faite tuer, puis je pense qu'elle s'est faite même égorger, là, elle dit. Là. Ça s'en vient, là, la police va l'appeler. Exactement. Là, après ça, c'est, je pense que c'est le deuxième party, ou en tout cas quelque chose comme ça chez Roberto. C'est l'introduction de la cousine de Nina, la sympathique cousine de Nina. Oui, Francine. Une excellente cousine, d'ailleurs, c'est fun, avec des cousines de même. Hey, Seigneur, moi, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, c'est bien des films des années 70, entre autres, un film d'Argento, entre autres, puis je me suis dit, tu peux bien dire, c'est des fantasmes d'Argento aussi, là. On ne dira pas, c'est peut-être pas les nôtres, mais mais écoute, tu sais, elle arrive là. Tu sais, c'est quand même sympathique parce que les gens, tu vois, ils la regardent, le gars, le fameux qui raconte les histoires. Tu sais, Andrea. Andrea qui s'appelle? Andrea, ouais, avec les cheveux, là. Oui. C'est Afro, là, qui semble lui. Tu sais, il raconte des histoires. Je pense qu'il il raconte tout le temps des histoires bizarres. Oui. Puis là, même cette histoire-là, je ne sais même pas si. C'est l'affaire de Frankenstein. Frankenstein, là. Ouais. Fucké. Fait que je pense que c'est juste pour plugger Frankenstein là-dedans, là, j'imagine. Là. Puis je pense que c'est dans cette party-là qu'elle reçoit l'appel, qu'elle se fait dire que Amelia, sa femme de chambre, elle s'est fait tuer, elle s'est fait égorger. Fait que là, c'est là qu'elle commence, en tout cas, pour nous, qu'elle commence à. C'est comme la goutte qui a fait déborder le vase pour nous, là. C'est sûr que. On le sait qu'elle joue tout ça, mais tu sais, au départ, quand tu le sais pas, tu te dis, OK, là, vraiment, le poignet à la chienne, ça se rapproche d'elle. Puis là, il dit, hey, allons-nous-en d'ici. Tu sais, le tueur, là, je pense qu'il se rapproche de nous. Fait que lui, je sais pas, tu trouvais-tu qu'il prenait ça au sérieux, là, à ce moment-là? Je pense pas. Roberto? Roberto, s'il prend ça au sérieux. Il est stressé, mais je parle, tu sais, quand elle dit tout ça, là, hey, ça se rapproche de nous, il faudrait s'en aller. Il a pas de l'air d'être plus motivé que ça, lui.
Roberto, il est dépassé par les événements, j'ai l'impression. Là. Mais, ouais, puis sa cousine aussi, je pense qu'il est dépassé par la cousine. Moi, c'est ça que moi, personnellement, là, si j'ai quelque chose à dire, un petit clash là-dedans, c'est qu'il était tellement stressé tout le long. Là, il arrive des événements qui se rapprochent de plus en plus. Elle commence à lui dire « Hey, on serait mieux de s'en aller. Tu sais, tu t'es fait attaquer. Il y a des signes, tu reçois des messages. » À un moment donné, là, tu dois te dire « OK, ça se rapproche de moi. Écoute ta femme. » Mais là, on dirait qu'il était comme détaché de ça. On ressent pas tant que Roberto, il a plus l'air déprimé. Oui, c'est ça. Il a l'air d'avoir peur. Tu sais, comme là, dans la scène, justement, du party dont on parle, tu sais, il est triste, là. Il est triste, il est déprimé. Il y a un de ses amis qui vient s'asseoir avec lui pour le réconforter, mais ça n'a pas l'air de quelqu'un qui est terrorisé. Puis il n'a pas l'air de vouloir s'en aller non plus. Non, puis il va ça, rester c'est clair. jusqu'à la fin. Là. Mais ouais, effectivement, c'est elle s'en va. Lui, il décide de rester. C'est vrai que c'est particulier. Ouais. Là. À aucun moment dans le film, on va expliquer pour. Tu sais, il n'y a pas non plus. Il n'y a rien qui justifie qu'il s'obstine à rester là non plus. Fait que effectivement, c'est un genre de plot hole. Ouais. Quelque chose qui fonctionne pas. Écoute, revenons là où on en était. Là, on parlait tantôt de... Bon, après la mort d'Amelia, elle veut s'en aller. Là, Nina veut s'en aller. Là, on apprend... Je vais accélérer un petit peu, mais le monsieur Carlo Marossi, qu'on pensait qu'il était décédé, finalement, il était de connivence avec le tueur. Et là, à ce moment-là, lui, il avait accepté de collaborer avec l'espèce de personne bizarre qui est notre tueur. Puis là, lui, je pense qu'après que lui, dans sa tête, tu sais, c'était pour faire du chantage, mais je pense que quand la bonne, elle s'est fait tuer, lui, il a commencé à capoter. Il dit, il n'était pas censé avoir quelqu'un qui meurt là-dedans, je pense. Hein? C'est ça. Ben oui, ben lui, au départ, on comprend qu'il a été payé juste pour faire des menaces, pour faire peur au gars. Ouais. Là, finalement, ça va plus loin que ce qu'il pensait. Là. Il y a quelqu'un qui meurt, donc il dit au téléphone. On ne sait pas à qui il parle. Il dit, ouais, là, c'était pas supposé aller jusque-là, il y a quelqu'un qui est mort. C'est à peu près tout ce qu'il dit. Ah, puis dans le restaurant, il finit son spaghette, il donne une petite tape ses fesses de la serveuse. Ouais. Autre époque, autre mœurs. Hein, oui, vraiment. Ouais. Ça passerait plus maintenant, ces affaires-là. Là. Ben, c'est ça. Donc, finalement, deuxième scène de chambre capitonnée. Oui, exact. Où là, tu tu commences à entendre parler. Puis je pense que c'est peut-être là, celui-là qui dit qu'il parle un peu maniaque. Je pense que c'est là qui détermine plus que tu n'étais pas bien. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on voit les scènes de chat qui se font... oui, là, on voit un chat pendu. Exact. Tout à fait. C'est à ce moment-là. T'sais, Nina veut partir. Finalement, elle sac son camp, mais sa cousine, clairement, restée là. Ben, Marossi se fait tuer. Fait que c'est ça, lui, il voulait sortir de là, il était pas trop content, puis finalement, il reçoit une balle, je pense, dans le visage et tout ça. Ben, on apprend que c'est un faux couteau qu'il y avait, tu sais, c'est un faux couteau, un couteau un prop. Théâtre, là, ouais. C'est ça. Puis c'est ça, ben là, en fait, là, pendant qu'il a le dos tourné, puis qu'il chiale un peu, je sais pas trop, je me souviens plus trop de ce qu'il raconte, la caméra subjective, là, tu vois le tueur qui va l'assommer, puis un coup assommé, il va... Ah, puis là, c'est cool, il crache dans la caméra. Oui, il est plein de sang, mais je sais pas avec quoi qu'elle frappe, là, c'est comme un genre de bibelot, je sais pas trop quoi. Je sais pas. Elle tabasse, il est magané, puis c'est ça, puis lui, il crache au visage, puis il crache dans la caméra. Ouais. Encore là, je trouvais ça intéressant, là. Puis finalement, elle va chercher un fil de fer, c'est un fil de fer, là. Puis elle s'en va l'étrangler, puis bon, ça finit comme ça. Mais moi, quand il se rend pour aller voir Arosio, justement, moi, je trouve ça vraiment fameux, là, parce que les séquences, ils se rapprochent, l'œil, private eye. Bon, l'œil. Tu reconnais-tu l'œil? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, l'enseigne d'Arosio, là, il arrive chez Arosio, puis la poignée de porte d'Arosio, c'est un genre d'œil. Exact. Puis son enseigne aussi a un œil. Je t'ai envoyé une photo, Serge. Ben oui. Avec l'œil. En fait, c'est une référence à cette photographie-là. Là. Tu sais, l'œil qu'on voit là, c'est une référence à une photographie célèbre là, qui s'appelle Parabola Optica d'un photographe mexicain qui s'appelle Manuel Alvarez Bravo. Ça se trouve en fait être un proche de Luis Buñuel. Ça, il a été photographe de plateau, entre autres, pour Luis Buñuel. Okay.
Puis c'est un très célèbre photographe, puis très inspiré par le surréalisme aussi. Fait que c'était vraiment rendu un peu hommage. C'est ça. Puis l'œil, c'est vraiment une référence aussi à Buñuel, de Un chien andalou, la fameuse séquence de l'œil. Puis en même temps, ben c'est ça. Puis ça va faire le parallèle plus tard avec le fameux la vision sur la rétine et tout ça. Oui, encore, oui. Ben là, il revient dans... Pas juste dans ce film-là, hein, dans tous les films d'Argento, il y a des yeux. Ah oui, vraiment, là. On l'a vu dans d'autres... en tout cas, un des 2 films là, de la trilogie, on le voit mener des gros plans d'yeux. Mais c'était très populaire aussi. Même Bava l'a fait aussi. C'était typique. Comme je disais tantôt, la fétichisation de l'œil. Ouais. C'est... Mais moi, là, Arosio, là, justement, personnage... efféminé, donc on apprend qu'il est homosexuel. Puis ce que je trouve encore intéressant, c'est dans chacun des films d'Argento, là, les 3 premiers, il y a toujours un personnage qui est homosexuel, qui est ultra efféminé, qui a quand même un rapport un peu dans l'histoire, là, qui, dans ce cas-là, ben, lui, c'est un enquêteur, là, qui arrive, tu sais, je peux vous aider, puis là, lui, non, je me suis trompé de place, tu sais. Il est vraiment drôle, là, il est drôle, oui. Jean-Pierre Mariel, il est comique, c'est un excellent acteur comique, puis dans ce film-là, ben, on le voit, je veux dire, c'est naturel, là, il est tellement bon, là. Moi, je trouve ça génial, là. C'est le personnage de loin, selon moi, le plus attachant du film, là. Ben oui, puis parce qu'en même temps, c'est un loser, tu sais, c'est le gars qui a eu 84 affaires ratées. Il est dû pour gagner, là. Ben, c'est ça qu'il dit. J'ai raté 84. Il y a des bonnes chances que là, j'en ai une, mais tu sais, puis l'autre qui commence à paniquer. Et tu sais, il se gave. C'est-tu toi qui paye? Ouais, ben, dans cette séquence-là du bistrot aussi, c'est ça. Ouais, ben, je l'ai noté, ce qu'il mange. Un peu. C'est une saucisse, non? Ah non, un peu, c'est steak, 3 sandwiches, 2 eggs and a bottle of beer. Okay. Un steak, 3 sandwichs, 2 œufs, une bouteille de bière. Hey. Puis là, après ça, tu sais, c'est toi qui paye, c'est-tu toi qui paye? Tu sais, l'autre pauvre gars. Dans le bistrot, en arrière-plan, il y a une affiche. Il y a des peintures. Puis il y a une affiche d'un peintre qui s'appelle Oscar Kokoschka. OK. C'est un peintre qui a beaucoup influencé. Ben, en fait, c'est un peintre expressionniste qui a beaucoup influencé le Suspiria, entre autres l'esthétique de Suspiria. C'est un peintre que Dario Argento aime beaucoup. Ce qui est intéressant avec la peinture qui est là, en fait, c'est une affiche. C'est l'affiche d'une pièce de théâtre qui est écrite puis qui raconte l'histoire d'un couple qui s'entre-déchire. Oh shit, OK, c'est Dadon, hein? Ouais, c'est ça. Puis Arosio... il raconte que je vais faire des enquêtes un peu. Il fait l'enquête, il pousse pas mal, il commence à avoir des photos de famille que Roberto il a fournies. Justement, il fait le lien avec l'asile. Veux-tu me dire comment il fait ce lien-là? On dirait que j'ai perdu ce bout-là, moi. Ça, l'histoire ne raconte pas. Il compare des photos. Ouais, c'est ça, mais c'est voit pas clair. Il compare des photos. Non, puis il consulte, il y a comme une feuille avec des notes. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas très. C'est écrit en italien, puis c'est pas sous-titré, on sait pas ce qui est écrit. Ça pourrait peut-être nous aider, ça. Parce que moi, j'ai eu de la misère à faire le lien. Je me suis dit, OK, il apprend que le persécuteur, il était dans un hôpital psychiatrique pendant un bout de temps parce que, c'était son père adoptif. Finalement, c'était pas son vrai père là, qui le persécutait. Puis, il voulait vraiment, à cause de ce que son père faisait, puis il était déjà un petit peu détraqué, là, la personne était détraquée, puis qui avait dit, je voulais vraiment, elle voulait tuer son père, puis que quand celui-là, le père est décédé, là, ça a passé, qu'on pense, là, puis que, vu que il est mort, le trauma va passer, non, pas en tout, là. Puis là, on voit à ce moment-là, on sait toute la séquence avec Roberto puis la cousine. Mais c'est parce que la cousine, c'est ça, je disais tantôt, c'est qu'elle reste là. Ben non, mais ça, toute cette séquence-là est complètement débile, là. Lui, ça n'a aucun sens. Il est chez eux, sa femme est partie. La cousine est encore là. Là, elle vient le voir, elle dit, je vais partir à soir. Puis elle dit, mais là, pour te détendre, t'as de l'air stressé, il faudrait que tu prennes un bon bain. Ben ouais. Ça te ferait du bien de prendre un bon bain. I got some relaxing bath salt. Puis là, lui dit non, puis la séquence tout de suite après, ça coupe, puis il est dans le bain.
c'est la scène du bain. Il est dans le bain avec la cousine de sa femme, qui est à côté du bain. Il est dans son bain, la cousine de sa femme. Ouais. Elle va le voir. Elle est à moitié à poil aussi. Là. Bon, ça, c'est un autre pas bien affaire. habillé, là, ouais. Mais qui fait ça dans la vie? Prendre son bain à côté de la cousine de sa femme? Mais en tout cas, il était bien à l'aise parce que, tu sais. Il est très à l'aise. Puis en plus, il fait semblant de ce noyau, je sais pas trop quoi, elle arrive là, puis, tu sais, il commence à la taponner. Ouais, puis là, c'est la scène awkward qui est pas mal vieillie, là. Ouais. Qui commence à la taponner, ça y tente pas, mais finalement, elle finit par aimer ça, là, tu sais. Puis là, ils finissent tout nus dans le bain, les deux. Scène de sexe hyper weird, là, tu sais. En tout cas, avec une toune vraiment drôle. Moi, j'étais crampé, là. Je riais fort. Quand j'ai vu ça. Ben, tu sais, cette scène-là, elle donnait pas ben grand-chose. Je pense que c'était un fantasme ou quelque chose. Ben, tu Argento aussi qui est allé voir ailleurs là, dans sa vie. Là, fait que, tu sais, à un moment donné, quand il parlait qu'il est allé faire un voyage un peu de découverte, puis qu'il y a une Française avec une affaire, là, une petite relation. Mais tu sais, tu vois que ce qui se passait dans sa vie, il reportait là-dedans, ça avait zéro affaire de se passer comme... C'est pour avoir un autre meurtre, finalement, de la cousine, là. Parce que, tu sais, entre moi et toi, je veux dire, lui, il aurait pu juste être là en disant, non, tu sais, je préfère rester là pour une autre raison. Là, je dis, il reste-tu là parce qu'il y a comme une certaine attirance? On ne sait pas trop. Mais la cousine, elle se fait pas juste tuer parce qu'elle a couché avec Roberto. Je pense qu'elle se fait tuer aussi parce qu'elle commence à comprendre quelque chose. Oui, parce probablement. Parce qu'à un moment donné, la cousine, elle entend, je sais pas si, elle entend dans sa tête, on entend ce qui se passe dans sa tête, puis c'est le père qui rabaisse son enfant. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a été, elle, témoin du père qui rabaissait Nina, puis c'est à ça qu'elle pense, puis elle se dit, oh, elle commence à faire des liens à ce moment-là. Probablement, mais tu sais, en même temps, là, tu dis, Nina est partie, ben Nina est revenue, tu sais, à un moment donné, elle doit savoir, là, il s'est passé quelque chose entre les deux. Sa cousine, là, mettons, je pense pas qu'elle sait qu'elle est en train de découvrir des choses parce qu'elle n'a pas vraiment de piste. Elle n'a pas appelé personne, elle n'a pas dit rien à Roberto. Moi, j'ai comme l'impression qu'elle, tu sais, oui, elle commence à faire ces liens-là pour elle, puis pour nous, comme ma troupe, ça fait bizarre. Mais Nina, je suis pas sûr qu'elle sait. Elle sait pas, Nina, là. Fait que j'ai comme l'impression que Nina revient, puis qu'elle, tout d'un coup, elle doit peut-être les avoir vus ensemble parce qu'elle doit espionner. Nina est jamais vraiment partie. Là. Ben, je pense pas. Je pense qu'elle rôde. De toute façon, l'ange, là, il se fait assommer à un moment donné, vers la séquence de la fin, puis il dit, hey, ton chat, maintenant, c'est là qu'on sait que le chat, il disparaît à un moment donné, puis que lui, il s'est fait assommer. Je guettais, il y avait quelqu'un habillé en noir, puis fait qu'on sait qu'elle rôde autour à un moment donné. Là, elle. Fait qu'elle a dû les avoir vus en train de batifoler, puis elle s'est dit, ah ben, elle me trouve une raison pour m'en défaire, elle avec, là, tu sais. Puis ça va faire, ça va rendre aussi un petit peu la paranoïa d'une coche au-dessus pour Roberto, là. T'as-tu vu Blow Up de Antonioni? J'ai pas vu. Moi, j'ai vu plutôt l'autre, là, tu sais, avec c'est De Palma, là? Blow Out. Blow Out. Parce que il y a beaucoup de, tu regarderas Blow Up, il y a beaucoup de similitudes. Tu vois qu'il y a une grosse influence, là. C'est évident, là, que Argento a trippé sur ce film-là, là. Puis dans ces 3 films, là, les 3 de la trilogie des Animalières, là, ça paraît. Puis la scène du bain aussi, moi, m'a fait penser, là, à une scène de Blow Up, là, qui est parfois, là, considéré comme misogyne, là, qui est une scène de semi-viol consentant, là, entre guillemets, un peu bizarre, là, genre de scène qu'on voyait beaucoup dans le cinéma à l'époque, puis qui ont tellement mal vieilli. C'était épouvantable. Les années 70-80, je te dirais, le film... tu sais, les films européens, là, puis même certains films américains, tu sais, juste Carrie, là, tu sais, qui dit ramène des baffes, plein d'affaires. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'en 2023, ça passerait plus pantoute, là. Mais c'est de l'époque, Mais t'as raison, c'est ça. Puis là, moi, je pense que c'est ça. Elle doit rôder autour selon ce que je pense. Puis là, à un moment donné, elle doit avoir ça. Puis là, à un moment donné... C'est là qu'il retrouve son chat mort. Oui. Ouais. Qui est comme... il est où? Il est-tu dans le frigo? Ou dans non, il est dans un genre de meuble. Ouais, du genre d'armoire. Puis il est dans un sac d'un gros ziploc. Là, ouais. Puis il a plus de l'air d'un chat. On dirait que ça a comme changé d'espèce animale. On dirait un genre de... Je sais pas.
Ouais, puis il avait de l'air effrayant en tabarouette, là, mais ça avait de l'air cartoonish un peu, mais bref, son chat s'est fait passer par quelqu'un, fait que là, c'est une autre menace. Et là, on peut parler de la cousine qui se fait passer, parce que là, elle entend du bruit. C'est pas là qu'Arosio, il va visiter le... Ben, c'est ça, Arosio. Ben, lui, il fait plein de liens, il va visiter, je pense, c'est là qu'Arosio, il compare les photos, là. Oui, exact. Il s'en rend compte, il va visiter. C'est là qu'il apprend, il apprend un petit peu plus sur le passé là, de la personne. Puis là, je pense que là, c'est là qu'il sait que c'est probablement une fille, une femme. C'est ça. En fait, il compare deux photos. Il compare la photo du... on sait pas, nous, on voit pas les photos. Non, mais c'est ça. Clairement, il compare la photo de Roberto puis du père de Nina. Puis là, il se rend compte que, OK, ils sont pareils. OK? Oui, c'est ça. Ils sont à peu près fait semblables. Ces liens-là. Puis j'ai l'impression que lui, il savait lui, je pense que là, il a appris que, probablement, avec cette découverte-là, il a dû comprendre, il a fait ses liens, mais je pense qu'il est là qui a fait le lien que c'est peut-être une femme. C'est pas dit, mais j'ai comme l'impression que c'est... Ben, s'il y a la photo du père, et c'est le père de qui? Oui, c'est ça, moi, probablement. C'est déjà à ce moment-là, il est déjà en train d'enquêter sur Nina. Oui. Puis là, il compare deux photos. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je pense aussi, que c'est vraiment en faisant la comparaison que là, il a dit, OK, puis là, il a vu probablement c'était qui son enfant. Il a fait le lien, shit, c'est la femme de Roberto. On présume, là, il n'y a rien de ça qui est dit, mais on présume ça. Puis là, probablement qu'elle, elle a su qu'elle avait fait ces petites enquêtes-là, là, et elle rôde autour. Puis finalement, elle poursuit. Puis finalement, je pense qu'elle y injecte quelque chose dans une salle de bain là, un petit peu isolée. En fait, lui, après, on voit. Un coup dans le front, là. Lui, on voit qu'il l'a identifié parce il prend quelqu'un en filature. Oui, c'est ça. Là, on voit qu'il prend quelqu'un en filature suite à ça. Je sais pas c'est qui. On comprend que spoté. On pense que c'est le tueur, là. Et on finit par découvrir que c'était lui, parce que finalement, c'est le tueur qui va le prendre à son propre jeu, là. Lui, il file le tueur. Le tueur, finalement, il contrôle la situation à 100%. Là. Elle va l'amener jusque dans les toilettes. Puis rendu là, elle va l'assommer. L'assommer, puis elle va y injecter de quoi, là? Elle va y injecter un poison. Puis c'est une mort quand même très cool, je trouve. Il est content d'avoir... il meurt en étant satisfait d'avoir trouvé c'était qui le tueur. Il a résolu sa première affaire, mais sa dernière affaire aussi. Donc, il passe, paisiblement avec un sourire, mais c'est ça. Juste avant ça, par contre, on l'a pas dit, mais il y avait le troisième rêve de coupage de tête. Oui. Puis à chaque fois que Roberto rêve un coupage de tête, tu as remarqué sûrement que la séquence va un petit peu plus loin. On se rend jamais jusqu'au... Tu sais, on voit le sabre qui s'élance, qui se dirige vers la tête, mais ça arrête toujours avant que la tête elle coupe. Puis à chaque rêve qu'on voit, la séquence, ça va un petit peu... Ouais, ça se rapproche de la tête. Puis en même temps, tu vois aussi, puis même à un moment, il rentre un couteau dans le cou, puis après ça, avant de le chopper. Il expliquait, le gars, au début, quand il raconte l'histoire, il donne un coup de stylet dans le cou pour que la tête se redresse. Exact. Okay. Ouais, puis là, après ça, il peut donner un coup de sabre. Il peut chopper, puis ça coupe net, là. Ouais, c'est ça. C'est assez barbare, là, justement, là. Donc, mais c'est ça. Donc, puis tu sais, entre-temps, on voit aussi, là, Dieu qui le côtoie, puis il donne quelques conseils, puis tu trouves-tu que c'est accessoire un peu ce qu'il lui dit ou le rôle qu'il joue? Là, c'est l'exposition d'art funéraire. Oui, c'est ça, là, avec les cercueils et tout ça, là. Ouais, God, il amène Roberto à une exposition d'art funéraire, ce qui est quand même une bonne idée. Ça a l'air de fun. J'aimerais ça, moi, aller voir cette expo-là. Il y a un cercueil en forme de Batmobile. Il y a un cercueil en forme de sarcophage. Il y a un cercueil double pour une mort double. Quand tu meurs deux fois. Il disait quand tu meurs en couple ou quelque chose. En tout cas, quelque chose du genre. Mais la seule affaire, moi, que je peux passer, c'est que God lui a donné, un fusil. Il a donné quelque chose pour se défendre. Non, c'est ça. Le God, il dit rien, là. Il dit rien de vraiment important, là. C'est juste une scène un peu bizarre, là. Ouais. C'était un peu encore là, je pense, c'est pour nous amuser, mais en même temps, tant qu'à nous amuser, il dit, il commence à jaser, puis il donne une arme, il dit, là, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, ça se rapproche, donc prends l'arme, va-t'en chez vous avec, là. Fait que ça servait à ça pas mal. Puis, puis Dahlia, quand elle se fait tuer, parce que là, on peut parler du meurtre de Dahlia, là, la cousine, parce que là, elle entend du bruit, elle monte à l'étage, elle se cache dans un genre d'armoire.
la scène du garde-robe, Serge, John Carpenter l'a dit, hein, que c'est... Son influence? Ben, absolument. Pour Halloween, pour tout à Laurie? fait. Puis, en fait, John Carpenter est un fan de Dario Argento. Puis il a dit, oui, c'est vrai, je l'ai entendu. Quand t'écoutes Halloween, je veux dire, c'est assez clair, là. Surtout la scène d'ouverture d'Halloween, là, avec le petit gars en clown, caméra subjective, là, c'est ça. Puis, oui, absolument. Puis la scène du garde-robe, c'est la scène qui aurait influencé John Carpenter. Tu me l'apprends parce que je savais qu'il y avait des influences, mais je savais pas que cette scène-là en particulier l'était. Mais c'est super intéressant parce que tu vois qu'elle est cachée, elle sait pas tout ce qui se passe, elle sort tranquillement de là, puis là, à un moment donné, elle monte des étages, puis là, à un moment, en tout cas, bref, elle reçoit, c'est quoi qu'elle reçoit? Un genre de couteau, un coup près? Ben, en tout cas, elle se fait couper dans le front. Dans le front, puis elle déboule, mais c'est un autre scène. Le plan de caméra, c'est beau. J'ai adoré ce plan-là. J'aurais aimé ça, voir en arrière-scène comment ils ont filmé ça. Ouais. Ils ont dû mettre un petit char de chariot en dessous d'elle, puis la caméra attachée ou je sais pas trop sur elle, là. Mais la tête, quand même, ça marche. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me disais, waouh, j'aurais vraiment aimé ça. C'est en tout cas, magnifique. bref, elle y passe aussi. On sait qu'elle est morte aussi, je pense, d'un coup de couteau, parce que là, elle était assommée, je comprends. Puis je pense que quand elle a eu un couteau dans la poitrine, parce que quand ils vont la voir au funérarium, là, c'est le gars de la police qui dit ça. Tu sais, il y a une technique qui existe qu'on pourrait avoir quelque chose d'imprimé dans la rétine, puis on peut l'amener en laboratoire. Je pense que c'est ça. Ouais, ben l'optogramme, là, c'est une technique qui existait pour vrai, hein. Ah ouais? Ouais. Scientifiquement, ça n'a aucune espèce de valeur scientifique, là, mais à une époque, on pensait que la dernière image que quelqu'un voyait avant de mourir restait imprimée dans la rétine de l'œil. Ouais. Puis on pouvait, en retirant l'œil puis en le passant dans une machine spéciale, là, aller extraire cette image-là qui était restée imprimée dans la rétine de l'œil. Puis là, ben, on voulait utiliser éventuellement cette technologie-là pour résoudre, entre autres, des crimes, là. Puis on l'a utilisé pour... on a tenté de l'utiliser dans le cas, entre autres, de Jack l'Éventreur. En Angleterre, mais ça donnait des images en réalité qui étaient très floues, puis qui voulaient rien dire, là, qui étaient pas utilisables. Puis aujourd'hui, ben on sait que c'est une technologie qui n'existe plus. Là. C'est rendu plus une curiosité de l'histoire que d'autres choses. Là. On voit que la science, il a voulu aller un peu plus du côté de la science, puis c'est influencé beaucoup. Ouais, puis ce que j'entendais aussi dans le reportage là, un de ses co-scénaristes, là, c'est monsieur, je vais te le dire tout de suite, Luigi Codi. Il racontait que lui, il avait une grande fascination par la science. C'est lui qui aurait amené ça. Oui. À Argento, puis qu'il aurait inclus ça là-dedans en disant on pourrait amener cet élément-là. Puis bref, quand ils font l'analyse en laboratoire, tout ce qu'ils voient, c'est comme s'ils voyaient des mouches. Hein? 4 mouches, c'est ça? 4 mouches. Oui, 4 mouches. Fait que c'est la seule affaire qu'on a eue. Là, il dit comment ça, 4 mouches? Fait que ça, c'est comme s'il dit ça n'a pas fait grand-chose, on n'a pas pu trouver grand-chose avec ça. Fait qu'on est resté avec ça. Tu sais, 4 mouches, puis c'était flou, là. Tu sais, c'était pas très bien développé, cette affaire-là. Et ce fut la seule contribution de la police. Oui, la seule affaire, oui. Ils ont trouvé 4 mouches, puis après ça, ils s'en vont. On n'entend plus parler d'eux autres. Plus. Bonne chance. On vous a aidé sur sauter là, puis ça n'a pas plus aidé. Là. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que lui, ben, il s'en va à la maison, il se barricade un peu. Là, je parle de Roberto. Là. Il déballe son gun. Il déballe son gun, exactement. Il déballe son gun. Là, il commence à se méfier. Puis là, il est comme pas mal sûr que le tueur va venir ce soir-là. Ben oui, on sait pas pourquoi il est sûr là, à ce point-là que le tueur va venir. Ça, mais lui, il est vraiment assuré de ça. Là, il est convaincu que son jour est arrivé. Là, exactement. Puis là, la nuit arrive, là, il vante. Tout le setting est intéressant. Là. Puis il y a la petite track de drum. Oui. Pendant ce temps-là. Ben, moi, je trouve que ça marche au bout. Là. Moi, en tout cas, cette séquence-là, là, j'ai trouvé ça vraiment bon parce que je trouvais que la tension était là. Je trouvais que, tu sais, le fait que c'est la pénombre, on voit là, tu sais, les ombrages. Ouais. Moi, je trouve que c'était vraiment bien fait, là. Puis là, boum, 4e scène de rêve, puis là, la tête à tranche. À ce moment-là. Et voilà, la tête qui revole, comme on va voir plus tard aussi. Finalement, on va découvrir que c'est un rêve prémonitoire.
Exactement. C'est pas lui qui va être la victime. Ben lui, il était sûr que c'était pour y arriver. Là. En voyant ça, il dit c'est sûr que ça va être moi la victime, mais ce sera pas le cas. Et là, c'est parce que là, on regarde, il voit seulement qu'est-ce qui va arriver, et on voit un ombrage. Finalement, c'est Nina qui rentre dans la maison. Puis là, elle voulait le convaincre à partir avec elle, viens-t'en, puis lui, il veut rien savoir. Puis là, lui, il dit, va-t'en, là, sac ton camp. Puis tu sais, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'un petit peu plus tôt dans le film, tu sais, il était quand même violent avec elle. Là. Il ramenait... puis là, il était violent encore avec elle, là. Il ramène des baffes et tout ça, mais c'est que... Parce que là, c'est quoi le pendentif qui sort de sa... Ouais, c'est ça. Là, en fait, Nina arrive, lui, il comprend pas, qu'est-ce que tu fais là? Là, il dit, va-t'en. Va-t'en tout de suite, parce que lui, il pense qu'elle est en danger, là. Lui, il attend le tueur, là. Ouais. Fait qu'il demande de s'en aller au PC, puis là, il abardasse un peu en voulant dire, sors du site, là. Puis là, c'est à ce moment-là que le médaillon sort de sa chemise. Puis là, ça bouge, hein? Ça bouge, puis c'est ça. Là, ça fait l'effet des 4 mouches. Ça fait l'effet des 4 mouches, puis là, il allume. Fait que là, il se dit, shit, c'est toi. Fait que là... C'est là qu'il va y en crisser. Et là, il en crissé une, là. Avec des baffes à revol, elle est fendue de la lèvre, puis tout. Puis là, ben lui, il est vraiment flabbergasté parce qu'il doit se demander qu'est-ce qui s'est passé là. C'est lui, il s'est fait jouer solide là, depuis le début. Là. Elle a réussi à y enlever le fusil des mains. Elle y tire une balle au bras. Ouais, ben lui, il avait déposé le gun. Elle prend le gun. Là, en tout cas, lui, il a comme oublié le gun. Là, il l'a déposé. Ouais, là. c'est ça. Mais elle prend le gun. Elle le tire dans le bras là, avec une scène. T'es peu. C'est intéressant, ça, parce que ça, c'est l'ancêtre du bullet time effect là, à la Matrix. C'était inédit à l'époque, là. C'était pas un effet qu'on voyait souvent. Même les films de Hong Kong ne faisaient pas encore ça, là. Exact. Puis, tu sais, lui, il a fait ça tant qu'à avoir la Pantazile, là, la grosse caméra. Il s'est dit, ben, on va s'en servir pour quelque chose. Il a fait. Moi, j'ai trouvé ça cool. Moi aussi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est juste que, tu sais, c'était vite fait, là, parce que, tu sais, il faut que tu regardes vite. Faut que tu regardes vite, là. Fait que je me suis dit, c'est intéressant, là. Elle tire, là, l'aiguille est blessée, puis elle commence à déballer un peu son histoire, là. Elle parle de son père, puis elle voulait tuer son père, il est mort avant. Puis comme à Roberto, il ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ben, elle dit, je voulais venger mon père, me venger à mon père, mais finalement, c'est toi qui vas y goûter. Tu sais, c'est là, je te dis, tu sais, l'histoire, là, tu dis, crème que c'est tiré par les cheveux. C'est tout ce dévoilement-là. Mais moi, c'est le jeu de Mimsy Farmer, là, quand il dit, là, tu sais, là, il beat me. Il beat me! Ah oui, non. Elle part, là, puis qu'elle, non, mais elle est folle raide, là. Elle est folle, là, elle est partie. Mais je trouve ça... Moi, là, elle me fascine, cette séquence-là. Là. Même si je suis dit, c'est complètement n'importe quoi, tiré par les cheveux, mais je le regarde puis je suis fasciné par Mimsy Farmer. Ah, mais le motif est ridicule, mais je veux dire, c'est ça, c'est folle. Chris, clairement, là, tu sais. Je t'ai choisi, t'as ressemblé à mon père, puis je te torture un peu, en parenthèse, en disant, tu sais, moi, te faire... m'a tiré ça pour te faire donner à la chienne. Son père est mort avant qu'elle puisse se venger puis le tuer elle-même. Fait que là, elle était frue pour pouvoir se venger. Fait qu'elle elle a cherché quelqu'un qui ressemblait à son père pour se matcher avec. Hey, c'est fou raide, là. Ben oui, c'est fou raide. Bon, elle est dans sa psychose, là, puis partie folle, puis elle tire encore dans la chambre, puis... Mais tu sais, je vais dire une chose. Moi, je vais faire un parallèle, tu sais, avec les films de Scream. Quand il y a des dévoilements à la fin, là. Tu sais, c'est quand même un whodunit, là. On se cache pas, c'est des whodunits. Puis... je trouve, j'ai été plus fasciné par ça. Puis il y a certains dévoilements dans Scream que je me dis, là, il lève ça d'une coche de plus. Entre autres, dans 2 puis dans 6, là, je ne dirais pas parce que beaucoup de gens n'ont pas vu 6, mais dans 2, quand Mickey commence à partir, là, moi, c'est là que j'ai comme un peu décroché. Tandis que là, avec Mimsy, à part folle, mais je suis comme fasciné par la manière qu'elle joue sa folie. Oh, non, c'est ça. Puis ben, moi, à la limite, je trouve que c'est débile. Oui. Mais à la limite, c'est un traumatisme relié à l'enfance. Je le comprends quasiment plus que, effectivement, certains dénouements là, de Scream. Là. Ben oui. Je veux dire, c'est pas, je veux dire, elle est folle. C'est correct. Oui, mais la manière qu'elle le joue, là, Ah non, mais ça, elle joue bien. Ça, elle est bonne. Et tu regardais les scènes complémentaires qu'ils ont rajoutées? Oui.
Tu sais, ça rajoute pas grand-chose, là, mais tu sais, c'est intéressant, tu l'entends en italien parce qu'ils c'est l'ont son pas doublé. switch de là. l'anglais à l'italien, c'est ça. Mais oui, non, ça fait bizarre, mais oui, je l'ai jamais écouté autrement que sans ces scènes-là. Ouais, je pense moi aussi, je les regardais toujours avec les scènes complémentaires. Ouais, exact. Mais écoute, c'est ça. Fait que là, elle déballe tout ça, il t'attend, tu dis, elle va le fédér, puis tout ça. Puis là, ben, comme tu dis, le Deus Ex Machina, Bud Spencer, notre God qui arrive, puis que, justement, pendant qu'il était un peu dérangé parce que lui est en train d'arriver, il lance de quoi sur le gun, tombe à terre, elle se sauve, puis lui, il vient, God, il s'en vient voir son ami, puis tout ça, puis elle prend la poudre d'escampette. Comme dans tous les films d'Argento, c'est dans tous ses films. Hein, le tueur, c'est toujours relié à un trauma, souvent relié à l'enfance. Puis tu sais, c'est drôle, parce que quand on fait le calcul, ben souvent, tu sais, si tu fais le calcul, l'enfance de ces gens-là, on se trouve à être pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la période fasciste. C'est vrai. C'est voulu, ça. Nina, elle sac son camp, elle prend sa voiture, elle s'en va en trombe. Un moment donné, est un peu, son attention est détournée vers d'autres choses, elle se réveille, puis là, elle rentre dans un genre de gros camion, là. Et ça, cette scène-là, justement, tu parlais de la caméra tantôt qu'il avait utilisée. Puis je sais pas si tu avais entendu, il racontait pour cette séquence-là, ça l'avait rendu Argento complètement fou. Parce que l'opérateur de la caméra, finalement, la première scène, quand ils ont tourné, ça n'avait pas marché à la caméra. Fait que là, Argento, il avait dit shit, il capotait. Fait que là, on va refaire une autre prise. Deuxième prise, ça marche pas. Parce que la caméra, ils se sont rendus compte que ça prenait un genre de pellicule spéciale. Fait que quand ils mettaient l'autre pellicule dedans, la pellicule marchait pas. Mais ça, personne ne savait. C'est la première fois qu'il utilisait cette caméra-là. Hey, ça a l'air qu'il a pété des coches. Il était fou, furieux. Son père a fallu qu'il s'en mêle un peu pour le calmer. Il est allé voir son père, il capotait. Fait que là, ils ont repris finalement, ils ont mis à bout de voir que c'était quoi le problème avec la pellicule. Puis là, finalement, ils ont réglé ça, puis ils ont pu tourner la scène, qui est quand même assez intéressante. Hein, parce que là, au ralenti, c'est quelque chose, là. Ah, c'est une belle scène. Puis, tu sais, ça, en fait, c'est la caméra Fantasia, là, c'est une caméra qui est même pas faite pour faire du cinéma. Là. C'est une caméra qui a fait venir d'un laboratoire en Allemagne. Là. C'est ça, hein? C'est une caméra de laboratoire là, qui filme 36 000 images secondes. Ouais. Puis, ben, c'est parce qu'il y avait du budget. Fait qu'il s'est payé la caméra. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que lui, il avait vu ça dans le film de Antonioni, Zabriskie Point. Là, ouais, c'est ça, hein? Ouais, puis le film, c'est un film intéressant. C'est pas le meilleur film d'Antonioni, mais c'est un bon film. Je le recommande quand même. Puis il y a beaucoup de la musique de Pink Floyd, puis il y a des tunes originales de Pink Floyd. Je pense que tu es un fan de Pink Floyd. Ouais. Tu t'aimerais ça, je pense, à Zabriskie Point. Je te le recommande. Je vais le prendre en note, oui. Puis le film se termine avec une séquence filmée avec cette caméra-là d'une maison qui explose. Puis c'est quand Argento a vu cette scène-là, il a dit hey, moi, je veux faire ça dans un de mes films. D'où l'utilisation de cette caméra pour la séquence finale. Je pense qu'ils ont passé comme 12 voitures là, différentes oui. pour réussir la séquence. Là. Puis Mimsy Farmer, c'est là où justement elle frappe le truck. Puis là, on voit au ralenti le truck qui s'approche de sa tête là, avec les vitres qui éclatent. Ah oui. Puis la tête finalement qui coupe comme dans le rêve de Roberto. Puis... Exact. Ça se fait vite, là, puis tu vois, ça dure une seconde, tu sais que la tête est revolée, ça explose, puis ça, puis la tête qui fait son envol, et ça finit comme ça, une fin assez spéciale. Puis moi, c'est comme si pour moi, quand quelqu'un se donne à faire quelque chose du genre, là, moi, je trouve ça, j'admire tellement ça, parce que je me dis, tu t'es donné la peine d'aller chercher un outil qui était pas évident pour te donner une scène, puis il persistait à vouloir la faire, cette scène-là. Moi, je lève mon chapeau, je me dis, ça prend de la ténacité, puis il l'a démontré beaucoup dans cette séquence-là. Et ça finissait comme ça, voilà. Pas pire. Ben justement, si on veut aller un petit peu plus loin dans tout ça, pour parler un petit peu de ce que tu as aimé le plus là-dedans, mais c'est le temps d'aller à la règle de 3. Donc, on va rappeler un peu la règle de 3, c'est quoi? Donc, 3 éléments que tu as aimés. S'il y a 3 éléments que tu as moins aimés, et par la suite, je vais te demander
dans tes films préférés, puis on sait que ça va vers les Gialli, mais donc on va commencer avec les éléments que tu as préférés, 3 éléments. Il y en a beaucoup, là. Mais disons, moi, l'atmosphère onirique. Le côté très surréaliste, onirique. Tu sais, Argento, il disait quand vous écoutez un de mes films, vous entrez un peu dans ma tête, puis dans un de mes mauvais rêves. Ben, moi, ce côté-là, j'aime beaucoup ça, puis je le retrouve beaucoup dans ce film-là. Fait que pour ça me parle vraiment. La créativité d'Argento. Moi, c'est toujours ça qui m'a fait triper avec lui. C'est à quel point il est créatif, ce gars-là. Il a plein d'idées. Avec sa caméra, il fait des choses de fou que les autres font pas. Puis ce qui m'impressionne, c'est que le gars, c'est un de ses premiers films, là, je veux dire. Ah ouais? Il commence à faire du cinéma, puis il fait des choses complètement malades. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant, là. Le montage aussi, tout ça, moi, je trouve ça vraiment cool. Puis le personnage d'Arosio. Ça, moi, c'est vraiment mon coup de cœur du film. Là. C'est un personnage que je trouve absolument charmant, là. Puis j'aime beaucoup cet acteur-là aussi, là, faut dire. Donc, ça serait mes trois plus. Ce que j'ai moins aimé, c'est sûr, tu sais, comme beaucoup de Gialli, comme beaucoup de films italiens de l'époque, là, c'est le doublage, là. Ouais. Tu sais, Bud Spencer, c'est pas sa voix qu'on entend dans le film. Tu sais, ça, je trouve ça un peu tannant, des fois. Mais sinon, tu sais, c'est sûr, les fausses pistes dans le film, tu sais, le voisin, on n'en a pas reparlé, là, mais à plusieurs moments dans le film, on nous montre le voisin. Mais c'est comme mal développé, on dirait. Je sais pas, c'est comme maladroit, je trouve, comme qu'on nous présente ces espèces de red earring-là. Là. Ouais. Je trouve qu'il y aurait eu... Tu sais, on le sait que c'est pas lui. Moi, je trouve, à aucun moment, j'ai pensé que ça pourrait être le voisin. Non. Tu sais, en tout cas, j'ai trouvé ça un peu maladroit. Sinon, c'est ça, tu sais, l'humour est pas toujours... En général, moi, j'ai aimé l'humour. Moi, j'ai aimé le fait qu'il y a comme un mélange d'humour et d'horreur, si on veut. Mais le facteur, le côté slapstick, là, comme tu sais, quand Roberto, il agresse le facteur, puis il frappe un coup de bâton. Ouais. Ça, c'est très burlesque, là. Moi, ça, j'ai trouvé ça des fois peut-être un petit peu too much, là, pour moi, là. Ça serait ça, tu sais, mais sinon, moi je trouve que c'est un des bons films d'Argento. C'est pas son meilleur giallo. C'est sûr que Deep Red et Ténébré là, sont des films beaucoup plus achevés. Là, c'est des grands films, là, selon moi. Mais il se préparait, on l'a dit au tout début, il se préparait. Ben c'est ça, on voit dans ce film-là tout ce qui va définir le reste de sa carrière. Puis moi, pour ça, je trouve ça tellement intéressant. Là. Je trouve que c'est un beau film. C'est un film d'un gars qui est passionné, là, ça paraît. Là. Puis pour ça, moi, c'est un de mes films préférés d'Argento. Wow, ben c'est cool. C'est mon préféré de cette trilogie-là. Mais cool. Puis là, ben, on va aller vers 3 films que je te laissais choisir. Ça peut être 3 films d'Argento, 3 films dans un style. Tu as choisi 3 films Gialli. Et ce serait quoi? Ouais, j'ai décidé d'y aller avec... Ben, tu sais, je voulais pas nommer des films d'Argento, puis il y aura pas de films d'Argento, là, on en a assez parlé, je l'aime bien, là, Argento, mais tu sais, souvent, non, tu sais, les gens les connaissent, ces films-là. Tu sais, la plupart du monde qui nous écoute ou qui tripe sur l'horreur ont vu Suspiria, puis, ben, c'est pas un giallo, mais ont vu souvent des Pred, etc. Je veux sortir un peu peut-être des sentiers battus, là. Ouais, bonne idée. Cela dit, ce ne sera pas des films si tant obscurs que ça. Là. J'irais pour commencer avec 6 femmes pour l'assassin. Oui. Blood and Black Lace en anglais, en italien, je prendrai pas de chance. C'est un film de Mario Bava, donc en 64. C'est un peu comme le premier giallo officiel. C'est celui qui a établi les codes du genre. Donc, pour moi, c'est un très, très bon film, là, pour vrai. C'est un must. C'est un des premiers films en couleur de Mario Bava. Puis les couleurs, ils les exploitent vraiment bien dans ce film-là. C'est beau. C'est vrai. Les contrastes de couleurs, le rouge, le bleu. Juste dans la scène d'ouverture du film, dans le générique d'ouverture, c'est
tellement beau là, avec la musique, tout ça. Esthétiquement, là, c'est un film magnifique. Les scènes de meurtre hyper stylisées. Vraiment, c'est vraiment le film qui a établi tous les codes du giallo avec l'imperméable, les gants noirs, etc. Donc, les revirements aussi, tu sais. Tu te demandes. Ouais, il y a quand même des twists aussi, là. Les gros set pieces là, de meurtre, là, tu sais, ça a commencé vraiment là. Fait que, tu sais, pour ça, tu sais, c'est un film qui est sur. Il est sur Tubi, je pense. Moi, je l'avais sur Frisson TV, là, mais oui, je pense qu'il est disponible sur d'autres plateformes. Ouais. Je suis convaincu qu'il est sur Tubi. Après ça, en deuxième, j'irai avec What Have You Done to Solange. Okay, ça, je t'ai pas vu. Mais qu'est-ce que vous avez fait à Solange? Film de Massimo Dallamano en 72. C'est un giallo qui sort du cadre? Du cadre conventionnel un peu, dans le sens que ça se déroule pas en Italie, puis le héros c'est un Italien. Autrement dit, au lieu d'être un étranger en Italie, ce qui est souvent le cas dans les giallo, là c'est un Italien à Londres. Donc, un giallo qui se déroule à Londres. Puis, c'est une grosse critique de l'Église catholique, de l'éducation catholique. Donc, tu sais, What Have You Done to Solange, en gros, c'est des meurtres qui... ça se passe... La trame de fond, c'est un lycée, tu sais, une école secondaire, équivalent d'une école secondaire catholique. Il y a des meurtres, là, les étudiantes vont se faire tuer une après l'autre. Là. Ça fait partie de la trilogie des lycéennes en péril. Ah oui, hein? Ouais. De Massimo Dallamano. Donc, il a réalisé, lui, les deux premiers. Le troisième, c'est pas lui qui l'a fait. Là, mais c'est pas une trilogie. Les histoires se suivent pas. C'est comme Argento puis pas Polanski. Exact. C'est vraiment un bon film. Là. Fait que moi, je recommande. C'est bien réalisé. C'est beau. La musique de Ennio Morricone. C'est un film important là, dans l'histoire des giallo. C'est un des giallo qui a beaucoup influencé le genre. Là. Puis, ne serait-ce que pour ça, c'est un sujet aussi assez tabou à l'époque. Là. La trame de fond, c'est aussi l'avortement, qui est encore illégal à l'époque en Italie. Puis en Angleterre aussi. Puis ça traite des faiseuses d'anges, qu'elle appelait, qui étaient les femmes qui pratiquaient des avortements dans leur sol, là, si on veut, là, avec des aiguilles à tricoter. Là, oui, c'est ça. J'ai entendu ça dernièrement. D'ailleurs, quelqu'un parlait de ça, faiseuse d'ange. Puis je me sais plus dans quoi, mais oui, oui. Fait que c'est vraiment un film intéressant. Là. C'est vraiment le fun. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont mal vieilli. Le professeur, c'est l'histoire de le personnage principal, c'est un professeur, puis il couche avec ses étudiantes, c'est un prof de secondaire, tu sais. Mais dans le film, c'est pas présenté comme une déviance, là. C'est comme c'est normal, la fille est cute. En tout cas, autre époque. C'est ça, voilà. Puis troisième, j'irai avec Don't Torture a Darkling de Lucio Fulci. Pour certains, c'est le chef-d'œuvre de Lucio Fulci. Selon moi, il y en a que je préfère. Là. C'est un de ses meilleurs films. C'est de loin son meilleur giallo. C'est un film aussi qui sort carrément des sentiers battus pour un giallo. Là. C'est un film qui se passe, au lieu de se passer en ville, les giallos se passent toujours en ville. Ouais. Ce film-là se passe en campagne. C'est un des seuls giallos qui se déroule en campagne. C'est une grosse critique de l'obscurantisme religieux là. À l'époque. C'est maîtrisé là, de main de maître. Là. C'est un peu comme Argento, là, je trouve, là, comme à quel point là, dans ce film-là, Lucio Fulci est créatif là, aussi. Là. Puis ça, c'est le fait la musique de Riz Ortolani, c'est un grand compositeur de musique de film, qui a composé entre autres la musique de Cannibal Holocaust, qui est vraiment une trame sonore là, iconique, là. Mm-hmm. Puis de bien des films. Tarantino a utilisé la musique d'Ortolani dans quelques-uns de ses films, entre autres. Là. C'est vraiment c'est un des meilleurs films de Lucio Fulci. Donc, j'avais pas le choix de le mentionner. Je pense que Mick, dans Podcast Québec, en avait parlé aussi quand vous avez fait L'Oiseau au plumage de cristal. Exact. Donc, c'est vraiment un film extraordinaire. Moi, c'est un de mes films italiens préférés. Super. Mais tu donnes vraiment le goût, en tout cas, de découvrir ton numéro 2, ton numéro 3 que j'ai pas vu parce que je veux aller me
documenter davantage, m'informer davantage sur les GLE. Puis je pense que ces deux-là, ils reviennent tellement souvent qu'il faut que je me le mette dans ma filmographie à regarder. Là, on va aller voir justement dans les cotes qu'on va lui donner un pourcentage. Mais avant ça, on va voir, moi, j'aime bien demander, est-ce qu'on achète, on loue ou on passe pour ce film-là? Non, on achète. On l'achète? Ben oui, on l'achète. Parfait. Si vous pouvez l'acheter, ben oui, on le fait, Jonathan et moi, mais sinon, ben ça se regarde aussi. Tu me disais, je pense, sur Plex qui est disponible. Oui, il est sur Plex. Donc, si vous voulez le découvrir, parce que ça a été longtemps un film qui était tough à trouver, donc vous pouvez le regarder gratuitement sur Plex. Ça vaut la peine d'être vu. Si vous voulez revoir vraiment là, la trilogie animale, puis vous dire, ben écoute, j'ai vu les 2 premiers, pourquoi pas le dernier? Allez regarder, vous allez vous faire une certaine idée là-dessus. Moi, j'ai remarqué, ça dépend des gens. Moi, j'avais dit achète, mais peut-être loue si tu tripes pas trop, tu sais pas trop, là, est-ce que j'aime ça, ces genres de films-là, un peu tirés par les cheveux, avec quelques petits trous, puis en même temps, tu sais, dans l'histoire, puis tout ça, t'es un peu hésitant, mais sinon, moi, des 3, je suis bien d'accord, faut vraiment voir celui-là, ne serait-ce que pour les performances, l'imagination et tout ça, là, d'Argento, je pense que ça vaut la peine. Sur 100, en pourcentage, tu lui as donné combien, Jonathan? Sur Letterboxd, j'ai donné 4.5 parce que wow. Ben, c'est parce que j'y aurais donné. Moi, je donnerais 85%. Je peux pas donner 85 sur Letterboxd, malheureusement, parce que des notes sur 5. Là. Ouais. Fait que j'y ai donné 9 sur 10. Mais je donnerais 8.5 sur 10. OK, c'est bon. Tu vois, moi, j'ai donné quand même 80. Moi, c'est 80%, j'y ai donné. Pas un film parfait, évidemment, mais en même temps, je trouve que ça, je te l'ai dit, là, je le répète, c'est un film que j'ai trouvé le fun. Tu sais, quand tu dis, là, j'ai du plaisir à regarder, il y a plein de séquences, là, on en a parlé beaucoup, il y a des séquences qu'on n'a pas nommées, mais que, tu sais, quand tu le regardes dans son ensemble, tu te dis, ça fait pas de sens, mais moi, on dit qu'il y a des passes que c'est plaisant, puis que ce film-là est, selon moi, là, dans ses 3 premiers, il se classe à égalité, selon moi, avec son premier, là, avec The Bird with a Crystal Plumage. Donc, écoute, ben là, on enchaîne avec une petite séquence complémentaire avec Jonathan, parce que là, tous les deux, on s'est aperçu qu'on avait lu la biographie de Dario Argento qui s'appelle, en français, Peur, en anglais, Fear, et on s'était envoyé, puis là, Jonathan m'avait envoyé une photo qui dit « Hey, je suis en train de lire ça », puis bizarrement, je l'avais acheté peu de temps avant, puis j'étais m'enlignais pour commencer à le lire. Donc, allons jaser un petit peu de Fear, la biographie de Dario Argento. OK, qu'est-ce que tu as retenu de sa biographie, mon Jonathan? Bon, toi, tu as lu la version anglaise, oui. La traduction anglaise. Moi, j'ai lu la traduction française. Ouais. Qu'est-ce que j'ai retenu à Carly? OK, ben regarde, on va commencer avec Four Flies parce qu'il parle de tous ses films. Moi, je me suis rendu à Phénoména parce que je voulais pas aller plus loin parce qu'après Phénoména, j'ai pas vu ses autres films. Opéra, je l'ai pas vu. Fait qu'il parle de ça, entre autres, de sa vie, de sa jeunesse et tout ça, son lien avec son père, les gens qu'il a connus, etc. Et il parle de Four Flies. Dans Four Flies, ce qu'on peut retenir principalement, c'est que ça a été très... ça parlait de sa vie de couple, puis en fait, ce qu'il disait, c'est que lui, Roberto Tobias, là, le personnage qui est joué par Michael Brandon, ça y ressemblait, puis oui, ça y ressemble. Puis sa femme Nina, ben c'est comme sa femme, c'est Marisa, je pense. Oui, c'est ça. Je pense que c'est Marisa. Ouais, il me semble que c'est ça. Mais oui, ben en fait, mais lui, ce qu'il dit, c'est que c'était inconscient. Hein? En tout cas, c'est ce qu'il dit. Lui, il s'en rendait pas compte. Ben, c'est vrai que Michael Brandon, il ressemble vraiment à Argento. Là. C'est à cette époque-là. Là. Vraiment. Puis au final, on se rend compte. Puis lui, on sait qu'à ce moment-là, lui, puis son épouse de l'époque était en processus de rupture, littéralement, pendant le tournage. Puis l'histoire raconte justement un couple qui est en train de s'entre-déchirer. Donc, il racontait sa vie à travers son film sans trop s'en rendre compte. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'il dit. C'est un fanatique de Freud. Fait qu'il y a quelque chose de très freudien là-dedans, c'est sûr. Hein? Exact. C'est quand c'est à la première du film, hein, au cinéma, où
quand le film s'est terminé, sa femme, elle s'est revirée vers lui, puis elle était en tabarnak. Ah ouais, parce qu'elle l'a catché, elle a fait, voyons, Calice, c'est notre histoire que tu racontes, modestie. Ouais, qu'est-ce qui t'a pris, toi, de raconter notre histoire de même aussi évident? Le monde va le savoir, tu sais. Fait que tu sais, ça, c'est une des choses qui a sorti beaucoup de Four Flies. Sinon, je vois beaucoup l'influence, d'ailleurs, dans le petit documentaire qui est sur le DVD, ou en tout cas le Blu-ray, on voit beaucoup l'influence d'un auteur qui s'appelle Cornell Woolrich, qui avait écrit le roman Black Alibi. Puis moi, je l'avais vu quand j'avais commencé à regarder là, pour le premier, là, The Bird with the Crystal Plumage, avec l'influence de Screaming Mimi. Et il y a la fameuse séquence de parc qu'on voit là-dedans. C'est qu'il y a un film qui a été fait par Sergio Martino, que lui, Martino, il dit, oui, c'est la scène de parc, là, Dario, il a pris ça de mon film. Tandis que le co-scénariste, il disait, non, on n'a pas, Argento, il n'a pas vu le film de Martino, ses imitateurs, ils méprisent. Fait que, probablement que tous les deux, on a été influencés par cette scène-là, par Black Alibi, le fameux roman de Cornell Woolrich, qui a inspiré Argento, entre autres ce film-là. Alors, il dit, c'est vraiment une coïncidence, puis il disait que ça a été repris en italien, ce roman-là, puis qu'il disait probablement qu'il y a tellement eu d'influence que probablement qu'il y a plusieurs films qui ont pris des séquences à partir du roman. Mais bon, qui le sait, là, mais Sergio Martino lui dit en entrevue, non, tu sais, la séquence, ça a été bien fait, c'est le fun ce qu'il a fait d'Argento, mais il a pris ça vraiment de ce que moi j'avais fait, puis ils ont mis côte à côte à un moment donné, les deux scènes, là. Puis il y a quand même des assez bonnes ressemblances. Tu sais quel film? Par cœur, non? Écoute, je l'avais pris en note. Je me semble que je l'avais pas loin, mais c'est quelque chose qui s'appelle, je vais te dire ça un petit instant. C'est Madame Ward ou oui, l'actrice du Scorpion, là? Ouais, Madame Ward. Ward, ouais, c'est ça. Madame Ward, donc. Ouais, donc c'est Madame Ward, exactement. Ouais, j'en vois ça, c'est bon. Mais sinon, qu'est-ce que tu retiens globalement de son roman, pas le roman, mais la biographie? Ben, c'est sûr que c'est intéressant quand tu lis ça puis que tu as vu ses films parce que tu peux voir dans quel contexte il les a produits, il les a réalisés. Tu sais, on apprend beaucoup de choses. Entre autres, le film qui est sorti dernièrement, c'est un film qui avait déjà prévu de sortir des années avant. Voyons, j'ai un blanc de mémoire. C'est quoi déjà le titre de ce film-là? Tu veux dire un de ses films, les films d'Argento? C'est Dark Glasses, c'est ça? Son dernier? C'est Dark Glasses? Oui, je me semble que c'est ça, ouais. Parce que moi, j'ai juste le nom Occhiali Nieri. Mais ce film-là, c'est un film qui a été écrit depuis longtemps, là. Puis il raconte ça dans sa biographie. C'est un film qu'il a écrit, je pense, en 2012. C'est un des derniers films qu'il a écrit avant de sortir sa bio. Mais sinon, je sais pas, il y a beaucoup de choses dans ce bio. Ben moi, ce que j'ai compris, oui, il y a beaucoup de choses. Moi, l'essence que j'ai retenu beaucoup, c'est il dit souvent, le cinéma rapproche, le cinéma éloigne. Moi, c'est quelque chose que j'ai retenu beaucoup parce que c'est vrai qu'il fait affaire avec quelqu'un. Moi, je voulais pas trop m'étendre avec le même DP, avec le même scénariste. Puis on sait, le Chiard avait pogné avec Sacchetti aussi, là, pendant, après son premier film, je pense. Là, oui, c'était vraiment, je pense, The Bird with a Crystal Plumage. Lui, il est allé travailler avec Bava. Puis là, à un moment donné, il va travailler avec Bava sur un film à un moment donné aussi, là, d'Argento, puis avec son fils aussi. Donc, puis, parlons d'une scène. Moi, je vais parler personnellement dans son roman, je dis toujours roman, c'est biographie. C'est que ça commence, tu sais, il veut se tuer, il veut se suicider, Argento. Puis moi, ça commencerait, je dis, qu'est-ce qui l'a amené à ça? Et là, quand on sache qu'à Suspiria, puis l'après Suspiria, puis que là, qu'il est dans une chambre en train d'écrire, il est tout seul dans sa chambre, il est isolé, puis qu'il a barricadé la fenêtre parce qu'il était sur le point de se jeter en bas. Moi, j'avoue que ça m'avait franchement marqué. Puis là, c'est là que je te disais, tout ce qu'il a fait dans Four Flies, tout le surmenage, puis avec tout ce qui se passait dans sa vie, la séparation avec ses filles, parce que sa femme m'en avait gardé les filles. Parce que lui, il a eu 2 enfants avec Marissa, hein?
Non. Il y a eu Fioré. avec Marissa, il y a eu Fioré, puis après ça, il a rencontré Daria Nicolodi sur le tournage. Ah oui, qui est la maman de. Puis c'est là qu'ils ont eu Asia ensemble. Ouais. Ouais. Puis à l'époque de Suspiria, ben là, après ça, il a écrit Suspiria avec Daria Nicolodi. Daria, le chiard a c'est pogné là entre que les ça deux. a commencé à chier entre les deux. Parce que Puis c'est suite à ça là, qu'il y a eu une période assez sombre. Là. ouais. Daria pensait qu'elle jouerait dans Suspiria. Le chiard a pogné. À un moment donné, il s'est retrouvé isolé, il ne voyait plus ses filles. Bah, bref, ça a chié, là. Ben, c'est elle qui était censée avoir le rôle principal du film, en fait, de Suspiria. C'est ça. Mais là, je sais pas trop ce qui s'est passé entre les deux parce qu'il y avait une grosse confusion sur ce qui s'était censé se passer. Mais bref, il s'est retrouvé vraiment là, des idées noires. Il voulait se pitcher, ben finalement, ça s'est réglé. Il a compris plein d'affaires. Il était correct, puis il a reparti sa carrière. Mais ça a passé vraiment proche. Il était sur le point de se défenestrer de lui. Là. Fait que ça, c'est une des choses qui m'avait marqué. Puis c'est ça. Je te dirais, moi, je pense tout son côté très, très perfectionniste. No bullshit. Lui, il est assez rebelle quand même comme personne. Puis moi, ce que j'ai bien aimé quand il racontait qu'il travaillait au journal, justement, là, d'ailleurs, c'est quand ce qu'on voit dans Cat o' Nine Tails, ça a été filmé au journal où il travaillait. Puis que, à un moment donné, une séquence qui m'avait fait un peu sourire, c'est qu'il avait été un peu malmené par une prof devant tout le monde. Et quand il travaillait au journal, la prof qui est allée le voir pour faire passer un article, et lui, il l'a niaisé, là. Il l'a humilié, en fait. Humilié, là. Puis, il était comme très heureux que le retour du balancier arrive. Fait que ça montrait que le personnage était comme... Tu sais, c'était pas un gars qui laissait passer les choses vraiment, là. C'est pas un gars qui était trop... c'était pas un gars qui était... les relations, c'était pas son fort, là, mettons. Non, ben tu sais, il pouvait même pas, je sais pas, à un moment donné, il raconte qu'il pouvait même pas, c'était long pour lui de s'endormir, de pouvoir dormir à côté d'une autre femme, que quand il y avait une relation d'un soir avec une femme, il retournait toujours chez eux, parce qu'il était pas capable de s'endormir à côté de quelqu'un, parce qu'il faisait pas confiance. Parce que lui, il dit, quand on dort, on est vulnérable. Exact. Je peux pas m'endormir à côté de quelqu'un que je connais pas. Hey, c'est fou. Mais moi, en tout cas, j'ai le goût de vous dire, chers auditeurs, si vous voulez en savoir vraiment davantage sur Argento, puis peut-être vous donner le goût d'aller explorer davantage ses œuvres, moi, ça m'a donné ce goût-là parce que j'avais déjà entrepris là, justement la trilogie animale, puis je me suis dit, je vais en apprendre davantage, mais honnêtement, ça m'a fait découvrir un gars qui a une vie vraiment assez spéciale, mouvementée, qui est allé à un moment donné faire partie de la maison puis s'en aller en France. C'est là que, probablement qu'il a appris son français beaucoup, qui a fait des trips, qui avait besoin d'isolement, qui avait besoin de se découvrir, puis que c'était un drôle de personnage, mais qui a créé vraiment un bonhomme qui nous a donné des films vraiment super, puis que je pense que vous allez avoir le goût de le découvrir davantage si vous allez lire Fear ou Peur. Moi, ça m'a donné ce goût-là, personnellement, d'aller un petit peu plus loin dans son œuvre, dans ses autres œuvres, puis ça m'a donné le goût de commencer Phénoménal, que je vais finir très, très bientôt. Fait que, Jonathan, en terminant, merci beaucoup d'avoir participé à Rétro Terreur, de passer à travers ce film un peu fou mais intéressant qui est Four Flies on Grey Velvet. Mais ça m'a fait plaisir de participer à ton beau programme, Serge. Écoute, je te dis, là, on a fait le tour de la trilogie. On finit ça avec un film que tous les deux, on a bien aimé. Puis on se retrouvera peut-être à un moment donné, Jonathan, pour d'autres types de films ou peut-être un autre Argento ou autre chose à Rétro Terreur. Puis bonne continuité aussi. Tu es une bonne tête de cinéma et d'histoire. On voit ta passion pour l'histoire. Fait que c'est toujours intéressant d'y coller ça parce que comme on l'a dit, ces films-là, oui, c'est bizarre de regarder ça avec la lunette 2023. Mais si on se remet en perspective, on se dit, ben derrière tout ça, il y avait tout un pan d'histoire, justement. Ça relève d'un moment particulier dans ces années-là. C'est toujours intéressant de le voir avec cet œil-là. Puis vous allez peut-être dire, finalement, c'est vraiment cool. Puis vous allez moins regarder les petits défauts ou les gros défauts là, de ce film-là.
Fait que, merci. Puis, chers auditeurs, on vous retrouve à Rétro Terreur très, très bientôt. Je viendrai vous balader avec nous et on vous retrouve pour des films hyper intéressants, historiquement relevant. Et je vous accueille très, très bientôt. Bye bye!